Bonjour et bienvenue au One A Club, le podcast BD bimensuel qui ne dit pas que des gentillesses. Bonjour. Bonjour. Hello. Je suis One A Pied et vous êtes avec nous pour quasiment 2 heures d'émission sur la bande dessinée. Pour m'accompagner dans cette chouette émission, nous avons Thio qui vient de faire tomber son micro comme une merde. Bonjour Thio. Bonjour. Et Tizak qui est mort de rire, qui n'en peut plus. Bonjour. Une émission enregistrée en matinée, c'est assez rare en ce qui nous concerne, parce qu'on a eu tellement de problèmes techniques sur la dernière que on a décidé d'un peu reporter. On s'est dit qu'on commence à 9h du matin pour peut-être pouvoir enregistrer vers 14h. Voilà. Et finalement, non, ça va, on est pas mal. Aujourd'hui, l'émission, nous allons vous parler beaucoup du crowdfunding, avec mon accent pourri. Le crowdfunding, ce sont les projets qui sont financés par les fans, qui vont dire « je mets tant d'argent, et si le projet il est fait, mon argent est débité, sinon non ». Pour ça... Non, c'est pas grave, Mathieu. C'est juste que dehors, il y a un mec qui pompe grave depuis 15 jours. Et c'est un mec qui pompe. Et ça fait 60 ans, c'est désolé. Tu feras une belle coupe, hein, c'est juste qu'on a un... Non, mais apparemment, ça se voit pas sur le Spectro. Ça va. Et pour vous parler du crowdfunding, on va vous parler de pas mal de bouquins qui ont été crowdfundés ou backés, comme on dit pour les fans de Kickstarter. Mais aussi d'autres choses comme à notre habitude. On va commencer par un express, 3 petites séries qu'on suit et qui ne nous déplaisent pas. Nos chroniques, nous parlerons de Special Origin, de Nothing is Forgotten, des Génies de l'Arc de Triomphe, du Royaume suspendu. Notre splash page sera consacrée aux Voisins du Chaos avec une interview de son auteur Toad qui nous reviendra sur son expérience de crowdfunding. Nous donnerons une carte blanche à Antoine qui revient pour nous faire une petite chronique sur l'arrivée des mangas dans les années 90. Une première partie, la deuxième partie arrivera après. Online, je vous parlerai de la liste Valéron Lourcel, dit comme ça en jette. En hors sujet, on va vous parler de Lumble Indie Bundle, et puis ce sera fini. C'est un beau programme, je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, moi j'aime bien. J'aime bien ton accent aussi, Pipi. Ça me fait drimer. Ok. Non mais écoute, je trouve voilà, on peut pas cracher dessus. Non, c'est sûr. Les Australiens, quand ils l'ont entendu, quand même, ils ont brûlé leur forêt. Express. Usagi Yojimbo numéro 25. Usagi Yojimbo. Donc numéro 25, la série. Voilà, ton accent me fait pas kiffer par contre. Ah mais enfin, je sais pas. D'ailleurs, c'est Usagi, je crois qu'il faut Usagi. dire. Usagi. À chaque fois que je me plante. Oui, mais t'inquiète pas, en même temps, c'est notre podcast, on fait ce qu'on veut. Bon, on fait ça. Et comme ça, en même temps, ça donne un peu de matière pour les gens qui ont envie de nous reprendre. C'est ça. Usagi. Allez, c'est parti. Donc Usagi Yojimbo est un samouraï Ronin. Samouraï. Donc en gros il a pas de maître, il le erre à travers le monde. Et il traîne avec des chasseurs de primes qui sont Hank et ses potes. Et là on va suivre un petit peu toute une histoire autour du kitsune, le renard. Thio, qu'as-tu pensé de ce tome? Enfin moi ouais, vas-y. Au plissement des yeux de Mathieu, on peut sentir que c'est un petit peu loin. C'est un petit peu loin, mais en même temps j'en ai un bon souvenir, donc déjà de retrouver, on va dire, les deux, le samouraï, enfin je ne rappelle plus le nom du Jane. Usagi et Jane, justement, voilà, de retrouver un petit peu ce duo qui se tire toujours la bourre, qui est toujours en train de s'engueuler, mais qui fonctionne bien. Jane, c'est le bourrin au grand cœur qui pense qu'à l'argent, mais en fait qui est gentil. Non, il est pas au grand cœur. Oui. Il ne fait au grand cœur que quand personne ne le voit. C'est ça. C'est voilà, quand personne n'est au courant, il veut bien être sympa, mais seulement à ce moment-là. Et voilà, une aventure efficace, bon petit scénar et bien mené. Il y a beaucoup de rythme et toujours des fights quoi. Enfin un bon Usagi. Enfin j'irais pas plus quoi. C'est que ça peut se prendre en cours de route parce que sur celui-là il y a pas trop de retour avec des personnages secondaires. Enfin il y en a quelques-uns. Mais ça reste. Non mais c'est donc tu as raison, ça reste assez simple à retrouver le fil quoi. Parce qu'on est quand même au tome numéro 25 là pour le coup. Voilà. Et puis en plus si on compare au dessin des premiers numéros, le monsieur Sakai a fait vraiment. Il s'est passé quelques années. C'est la question que je voulais vous poser justement, c'est que sur une série qui est du coup aussi longue, est-ce que vous sentez quand même qu'il y a... Moi je ne suis pas la série, donc
est-ce que vous sentez qu'il y a une évolution du dessin dans le bon sens du terme? Ah oui, non, mais il faut dire, ça a commencé il y a plus de 10 ans, Usagi Yojimbo. Quand tu reprends le premier Usagi et maintenant, tu vois que le lapin a quand même bien changé. Au départ, c'était vraiment un truc très cartoony, très rond. Ouais, c'est le principe de Mickey, quoi. Voilà. Et après, c'est devenu. Enfin, je trouve qu'il a quand même beaucoup plus d'expression maintenant Usagi qu'il en avait avant, quoi. Par contre, moi, j'aimerais bien qu'il nous fasse plus de dessins dans ce style-là, tu vois. Sur la couve, comme sur la couve, voilà. Que ce soit un truc un peu plus. Alors, faut savoir que les couvertures, on n'a rien à voir avec les couvertures américaines, parce que Usagi Yojimbo, c'est américain. Qu'à l'origine, c'est publié au format comics. Donc il y a qu'en France on a ce format manga, donc on a des couvertures couleurs que je trouve un peu moins sympa que ce qu'on a en France justement. Pourtant c'est de la vraie couleur avec un travail un peu plus chiadé, mais voilà. Donc Usagi Yojimbo chez Paquet, c'est toujours aussi bien, nous vous le recommandons. Ah oui, c'est vrai qu'il y a aussi je coupe, il y avait le petit passage avec le seigneur qui va prendre possession du château. Oui. Enfin, il y a toujours un côté historique sur le fonctionnement du Japon féodal, etc., qui est très bien documenté. Il arrive à se renouveler et à pas être chiant sur tout ça, ce qui est pas évident sur une série aussi longue. Comme quoi, le Japon féodal est un thème très très riche. Ouais. Ça aurait été bien. Enfin, ce serait bien qu'il nous refasse enfin, je sais pas après si c'est peut-être en cours, mais comme l'épée maudite. Ouais, un arc, un gros arc avec voilà plusieurs histoires qui suivent et ça c'était vachement sympa. Etc. Mais je pense qu'il va s'amuser. Il pose toujours des briques en général entre les gros arcs, assez sympa. Nous avons un retard phénoménal sur Tonichu, ça y est, on l'a rattrapé. On a tout rattrapé. On est au tome 6, donc nous avons lu le tome 4, 5 et 6. Fin du tome 3, il y a un truc qui apparaît dans le ciel. Donc Tonichu, c'est un détective qui est cibopathe, quand il mange quelque chose, il arrive à savoir tout ce qui lui est arrivé. L'histoire de la nourriture. Voilà. Sauf le seul truc du coup qu'il peut manger où ça lui fait rien, c'est la betterave. Ouais. Et c'est bien, parfois, de manger des choses sans que le cerveau se mette en ébullition. Et donc, il est détective dans un univers complètement halluciné où le poulet est hors la loi parce qu'il y a eu une épidémie de grippe aviaire et donc il travaille dans la boîte qui lutte contre le trafic de poulet. Sauf que là, il y a eu des signes qui sont apparus dans le ciel, apparemment extraterrestres, et donc c'est la NASA qui devient le nouveau organisme super balèze plus que celui dans lequel il travaillait. Dans ces 3 tomes, on va surtout s'intéresser pas mal à la famille de Tonichu, que ce soit sa fille et sa sœur. D'ailleurs, le tome 6... Et son frère. Ouais, d'ailleurs, le tome 6 est vraiment très orienté sur la sœur. Tony est quasiment pas présent. Mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, comme tu le disais, il se fait prendre la main par la NASA, et il se trouve que sa sœur jumelle, qui s'appelle Tony, elle aussi, Antonelle pour être plus précis, est embauchée par la NASA. Et donc en fait, on se retrouve dans une situation un petit peu bizarre où les deux jumeaux travaillent pour 2 agences différentes, mais sur les mêmes types de projets, mais avec l'un des deux qui a la primauté sur l'autre, pour la première fois. C'est toujours très barré. C'est complètement barré. Même. Toujours dans tous les sens, mais c'est super péchu, bien mené. Il y a Puyo. Puyo. Alors Puyo est un coq cybernétique. Non, est un coq de combat. C'est le coq qui valait 3 milliards, en gros. C'est un peu l'idée, ouais, c'est un peu l'idée. Mais bon, il est belliqueux, certes, il est équipé comme un gros bourrin, mais il répond quand même aux ordres. Il fait pas n'importe quoi, n'importe comment quand même. Mais quand il le fait, il le fait pas discrètement et il y a des petites projections de sang un petit peu dans tous les coins. Voilà, donc c'est une série où vous allez donc rencontrer des vampires, des extraterrestres, des pounouilles, ou des grenouillés au choix. Des grenouillés. Les grenouillés sont sympas. Voilà, c'est un mélange entre le poulet et la grenouille. C'est ça. Des gens avec des pouvoirs liés à la nourriture, tous en général, mais complètement hallucinants. De la drogue. La cibo-voyante aussi. Voilà. Faut pas dire. Voilà, et c'est énorme, bien foutu. C'est bien construit. En fait, c'est assez rigolo parce que c'est complètement barré, ça part un peu dans tous les sens, mais pour autant on s'y retrouve. Il y a quand même un fil conducteur qui est respecté, et on prend toujours beaucoup de plaisir à retrouver les personnages. Et puis une narration un peu qui part dans tous les sens, un peu la Pulp Fiction où il joue beaucoup sur les flashbacks, les retours, C'est du Pulp Fiction, hein, clairement. Oui, mais avec des grenouilles extraterrestres. Oui, mais voilà, ça tient la route. Vivement la suite. Chaos Team 1.2, et là je vais vous laisser en parler parce que j'ai pas encore eu le temps de le lire. Enfin, j'ai lu le début sur internet car les auteurs et l'éditeur mettent à disposition les premiers chapitres, un gros paquet quand même, sur leur site. Donc j'en ai lu déjà une partie, mais j'ai pas fini. Qu'avez-vous à en dire, qu'avez-vous à en penser par rapport au tome 1 ? Le premier tome se conclut sur une grosse baston et une trahison un non-respect d'ordre en fait, qui fait un peu trahison puisqu'il s'était embauché en fait par un
un responsable de cartel, et il y a l'une des nanas du groupe qui décide de buter le responsable du cartel. Mais sauf qu'en fait, c'était une histoire de test, c'était pas le vrai responsable du cartel. Pour remettre vite dans le contexte, c'est une histoire de mercenaires dans un monde futuriste où des extraterrestres ont un peu foutu le why. C'est ça. Oui. Oui, ouais. Oui, clairement. Et donc là, dans ce deuxième tome, eh bien justement, on se retrouve avec toujours notre équipe de mercenaires, dont la sœur du chef est elle-même à la tête d'un gros consortium qui a récupéré pas mal de moyens. On dit pas plus parce que sinon après ça va un peu spoiler quand même. Ouais, qui a récupéré pas mal de moyens par des moyens que vous découvrirez vous-même dans le livre. Je ne vous en dis pas plus. Merci. Dire qu'en fait c'était, je m'emporte. Là. Ouais, tu t'emportes. Voilà. On va dire que le premier tome était vraiment un tome de mise en place pour voir justement donc les différents belligérants donc des conflits en cours. Et là, tu as vraiment une avancée au niveau scénaristique. Voilà, tu commences à voir comment est-ce que chacun va essayer de lutter contre les autres et réussir à annihiler le maximum d'ennemis le plus rapidement possible. Le côté blanc-noir, gentil-méchant du premier tome est largement atténué. On se retrouve dans beaucoup de nuances de gris. C'est ça, 50 Shades of Grey. Avec un dessin qui est vraiment très péchu, très dynamique, très sympa, et aussi un gros lot de surprises scénaristiques. Une série qui paraissait assez bourrine, mais qui en fait s'intéresse pas mal à la psychologie des personnages. Clairement, oui. Malgré les apparences, quand on le feuillette. Après, c'est la psychologie des personnages en situation de guerre, en situation de conflit. Donc ça reste très très bien construit. Il y a quelques relations intimes ou de famille qui sont à l'intérieur, qui permettent aussi de donner de la profondeur. Et tout ça très 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 renforcé par un dessin qui arrive tour à tour à être pas sentimentaliste, mais en tout cas qui permet de poser un petit peu des choses. Et puis alors les scènes de combat sont extrêmement bien gérées, c'est très péchu, c'est très bien foutu. Vraiment, j'adore le dessin. Bah, je trouve qu'il a beaucoup, parce que nous on le suit depuis le début, depuis Bloc 109. Oui. D'ailleurs, donc il va bientôt y avoir un nouveau tome avec un nouveau dessinateur. Pour le coup. Et Renan Toulois, je trouve qu'il a vraiment bien progressé sur son dessin. Dans Bloc 109, c'était un peu bloc. C'est-à-dire que c'était un peu plus immobile, je trouve, au niveau du dessin. Non, on avait fait des critiques sur la personnification, les personnages qui n'étaient pas assez typés, etc. Alors là, il a vraiment bien géré ça. Non, mais c'est vrai que moi, il y a toujours le côté péchu de Bloc 109, mais avec beaucoup plus de détails, beaucoup plus, je trouve, de finesse dans le trait. Voilà, moi, ça m'a beaucoup plu. Ouais, bon travail de la couleur. Je vous invite à aller jeter un œil au blog des auteurs où ils font des petites vidéos où ils expliquent comment ils travaillent, leurs influences, etc. Donc Bruja et Toulouat. De Bruja et Toulouat chez Aquileos. Ce n'est pas le bon jingle qui est parti, mais c'est pas grave. On va vous parler de Spécial Origine de Fred Booth. Alors on arrive dans le crowdfunding, justement. Spécial Origine, c'est un petit fascicule qu'on ne peut trouver que sur le site de Fred Booth, qui le met en vente. Ça coûte 5 €. C'est un truc format un petit peu plus grand que du comics. Et ça nous raconte les souvenirs de jeunesse de Fred, qui sont beaucoup liés à son amour des super-héros. Et il s'amuse à nous mélanger un petit peu de la chronique quotidienne avec des références et des réflexions autour des BD de super-héros des années 80, milieu 80, les Strange, etc. D'où le titre spécial Origine. C'est quelque chose... Moi, Fred Booth, c'est quelqu'un qui a un style graphique assez original, assez surprenant. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. On le voit j'ai jamais rien vu qui ressemble un peu à ce qu'il fait. Un travail sur la couleur, sur les formes assez brutes. Une grande décomposition graphique, je trouve. Où il joue vraiment sur des formes simples. Et puis surtout, là, il a un récit, moi, qui m'a vraiment bien plu. Qu'avez-vous pensé de cet ouvrage? Parce que c'est vraiment que c'est un peu particulier, on s'attendait... Non, moi, je m'attendais pas du tout à ça. Quand tu m'as passé sa spéciale origine, tu m'as vendu le truc en disant, oui, c'est les souvenirs d'un gars quand il lisait des comics. Ouais, c'est les souvenirs d'un gars quand il lisait des comics, et en fait, où il extrapole un peu en s'imaginant ses histoires, quoi. Voilà, quand tu as Diablo qui apparaît dans le dos de Serval, voilà, c'est... Non, enfin voilà, il y a plein de trucs drôles, ça fait très parodique, et en même temps, c'est des questions qu'on aurait pu, ou que je me suis posé quand je lisais les comics au tout début. Oui, on retrouve ce côté adolescence, jeunesse, découverte du monde, et puis il y a des histoires très touchantes. Il y en a une particulièrement qui m'a un petit peu remué les tripes. Laquelle ? Sur sa copine.
une de ses amies dont il parle à un moment, qui est une très très belle histoire. Je préfère ne pas spoiler là-dessus. Ça coûte pas super cher, 5 €. Après bon, c'est pas un truc, il y a pas des tonnes de pages non plus. Hein, c'est assez petit. Ouais, mais pour le prix, ça reste quand même très très bien fait, quoi. Voilà, puis surtout c'est fait, je dirais, c'est du fait maison, quoi. Le mec, c'est du crowdfunding, donc c'est les gens qui ont misé pour l'avoir, pour le faire. Il y a une préface de pochette avec un cylon. Ah, oui, voilà, dit comme ça. Hein. Ça va en plus déjà. Voilà, mais un vieux cylon, un vieux toaster. Ouais, le premier toaster. Toaster 84. Voilà. Franchement, si vous avez connu cette époque, je pense. Déjà graphiquement, vous avez pensé quoi de ce style qui est très particulier quand même. Moi, j'ai eu du mal avec les histoires d'ombre sur les visages là. Ouais. Au début, en tout cas, j'ai eu du mal et je pensais qu'il y avait une espèce de maladie ou de, tu sais, un peu comme double face, quoi. Oui. Mais en fait, non. Donc c'est le seul truc où je trouve en plus ça n'a pas un grand intérêt au niveau du dessin. Par contre, le reste est sans trait de, je sais pas comment ça s'appelle. Sans trait de contour, ouais. Sans trait de contour, c'est du coup ça donne quelque chose de moderne et en même temps un peu collage. Ouais, mais en même temps, voilà, dans le traitement des couleurs et dans la gestion des blancs, je trouve ça un petit peu plus old school. Enfin, il y a un petit côté plus jeune, on va dire, mais un jeune à l'ancienne, on va dire. Je sais pas comment expliquer ça avec des mots plus clairs. Il y a un petit côté nostalgique dans la façon dont c'est traité, tout en restant moderne, parce qu'il n'y a pas de trait de contour. Il aurait fallu qu'il fasse un petit traitement sépia, tu vois, ça t'aurait plu pour que ça passe old school, quoi. Ou... Oui, pour dire que ça se passe dans le passé, tu veux un petit traitement sépia sur toutes les pages. Voilà. Tu es rouillé sur le surfeur d'argent. On est très centré sur les personnages aussi. Il y a très peu de colorisation des décors. Quand il y a des décors, ils sont souvent uniquement avec justement là pour le coup des traits de contour en gris, sans traitement particulier de colorisation. C'est vrai que c'est une histoire qui est vraiment centrée sur la personne. On est dans l'autobiographie, on est sur quelqu'un qui fantasme sur les personnages de super-héros. Tu vois, c'est celle-là l'histoire qui est monstrueuse avec Ororo. Donc franchement, voilà. Des dessins, toi, ça t'a plu, ça t'a choqué, ça t'a... C'est pas un dessin qui est réaliste, qui est parfait, qui est léché, mais honnêtement c'est efficace dans le style, quoi. T'es là un peu pour rentrer dans son intimité, donc du coup c'est un dessin comme toi tu te l'imagines dans ta tête, quoi. J'ai l'impression que c'est très jeté, quoi. Ouais, je sais pas, moi je sens que c'est très construit justement. Qu'il y a un gros travail de construction au niveau du dessin, au niveau du graphisme. Même si là, il joue vraiment sur un gaufrier hyper simple. Ah oui, le gaufrier est simple en lui-même, mais le traitement à l'intérieur de chaque case est particulier à chaque fois. Et l'histoire, voilà. Moi, pour qui vous recommandez fan de Spécial Strange. Ouais. Pour Fabien, quoi. De tout âge. Ouais, pour les trentenaires qui ont lu du comics, qui ont lu j'ai lu Gessemic. Ouais. Nothing is forgotten. Encore du crowdfunding. Alors là, c'est une bande dessinée en anglais. Ouais. Alors, je ne sais pas si on peut la trouver facilement, je vous préviens de suite, pour la simple raison que j'ai essayé de contacter l'auteur avec mon anglais de la mort. Il a peut-être rien compris à ce que j'ai dit, donc il ne m'a pas répondu. Hello, good morning, guten tag. Non, en fait, c'est que le mec, il a pensé, il dit, mais pourquoi est-ce que le mec, il m'envoie un mail pour commander des pizzas? Voilà. Il m'a félicité pour mes pizzas, j'ai pas compris. Parce que, donc, il y a une campagne de crowdfunding qui permettait, donc, de miser sur ce truc pour l'obtenir. Donc je l'ai reçu, ça a mis beaucoup de temps parce que le gars était un fou furieux maniaque de l'impression pour avoir la qualité la plus top qui corresponde à ce qu'il voulait au niveau de l'impression. Sachant que le gars, il a travaillé avec des imprimeurs japonais parce qu'il vit au Japon. C'est un Américain qui vit au Japon. Et il a fait quelque chose de vraiment, je trouve, au niveau du travail du bouquin, c'est vraiment superbe. La qualité de l'objet est très très bonne. La qualité de chaque dessin, parce que bon, c'est que du noir-blanc dégradé de gris, donc effectivement, je pense que il s'attend à ce qu'il y ait un traitement particulier de ces dégradés et il faut pas un travail du contraste aussi qui est très important et faut pas que l'impression trahisse, je pense, son intention et son dessin. Donc, c'est une collection d'histoires courtes. Je vous ai déjà parlé d'une d'entre elles dans un online il y a super longtemps. Dont justement celle qui donne le titre au bouquin, Nothing is Forgotten. Donc c'est une section d'histoires courtes
qui font plus proche des nouvelles, parce que c'est quand même un bouquin qui a son nombre de pages assez conséquent. C'est pas numéroté. 5 nouvelles, je sais plus. Voilà. Très varié dans les thèmes. Nous avons l'histoire d'un jeune homme dont le père est décédé et qui va se retrouver à rencontrer des créatures dans la forêt en s'échappant. Dans un arbre. Dans le creux d'un arbre. Nous avons l'histoire d'une famille où il y a des oies, je crois. Des oies qui s'écrasent lamentablement sur le toit. Qui se retrouvent couverts de sang. Le toit. Et le sang ne veut absolument pas partir. Et nous avons l'histoire d'un couple de vieux qui veulent un enfant qui n'y arrive pas jusqu'au jour où la vieille dame trouve une graine. Et une petite nouvelle sur le tunnel dans la salle de bain. Ça fait très Hitchcockien, je trouve, dans le traitement. Voilà. Et une dernière histoire très très courte sur le au revoir sur un quai de gare. Globalement, qu'avez-vous pensé du dessin ? Top. Ouais, vraiment, vraiment très très bon. Assez paradoxalement, il y a des choses qui peuvent être très enfantines dans le dessin. Mais pour autant, on est à chaque fois dans chaque histoire sur quelque chose d'un petit peu terrorisant. On n'est pas à l'aise. Enfin, le petit couple de vieux qui veut des enfants, je vais pas vous dévoiler l'histoire, mais ça se passe pas idéalement bien. Il y a comme qui dirait un malaise. Puis on a le point de vue du enfin on sait pas trop parce qu'on a le point de vue du vieux qui regarde sa femme avec cette graine, il a l'impression qu'elle devient folle quoi le mec. Oui, clairement. Il a peur pour la femme qu'il aime. Et puis vu ce qu'on a lu auparavant dans les autres nouvelles, on sait pas trop à quoi s'attendre par rapport à ce qui va sortir de la graine. Est-ce qu'il va y avoir des vilains petits monstres qui vont s'en échapper? Est-ce qu'on est dans une espèce de rêve? Est-ce que les personnes sont mortes et qu'elles se projettent sur autre chose? Enfin, toutes les pistes sont ouvertes, mais il y a ce sentiment de malaise. Et dans chacune des histoires, les histoires peuvent paraître simples si on devait en faire un petit synopsis, mais il y a un sentiment de malaise qui se dégage et qui va avec le dessin au niveau du traitement des couleurs, du traitement des noirs, des contrastes, machin. Il joue donc noir, blanc et rose, rouge, on va dire. Mais très très peu, vraiment avec parcimonie. Et par contre, le dessin, le contour, l'esthétique des personnages en lui-même est tout sauf effrayant. Les petits vieux sont tout ce qu'il y a de plus bonhomme. Adorable. Le gars dans sa salle de bain, même chose, il a une bonne tête, finalement. C'est pas le mec à la cool qui regarde. Oh, il y a un trou qui vient de s'ouvrir dans le carrelage de ma salle de bain. C'est ça, les frangins qui essaient de nettoyer le toit de la maison, ils ont l'air tous gentils, le papa aussi, il a pas l'air très méchant. Le petit garçon qui perd son papa a l'air lui aussi tout aussi gentil. Sa maman aussi. Même les huissiers qui viennent de dire qu'ils vont piquer la maison, ils ont l'air gentils. Donc voilà. Tout le monde il est beau, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Enfin, en tout cas au niveau des personnages. Par contre, les histoires et le traitement graphique de tout ça étant vraiment en décalage, et c'est aussi ce qui participe au malaise. Sans être non plus forcément super sombre, noir. Voilà, on n'est pas dans les contes de la crypte. Je trouve que c'est vraiment pas les contes de la crypte. Et puis il y a de multiples références, quoi. Voilà, tu avais le thème justement un petit peu d'Hitchcock dans la salle de bain. La première histoire avec le trou dans l'arbre, ça m'a beaucoup fait penser à Totoro. Oui, clairement. Ouais. Qu'à mon avis, voilà, je pense que ça reste vraiment la référence. Mais du coup, il y a plein de, c'est très poétique, parfois lugubre, parfois drôle. Enfin, il y a plein de sentiments qui se mêlent en le lisant, quoi. Moi, j'ai trouvé que le traitement était vraiment intéressant. Puis beau, moi j'ai envie d'être amoureux comme les petits vieux quand je serai vieux, tu vois. C'est clair. Bon. Oui, enfin. C'est la grande maison toute vide. Oui, mais c'est bon. Lui, il a déjà réglé le souci. La petite graine, il a eu, et c'est bon. La maison est remplie. Tu vois la relation entre ce couple qui est belle, quoi. Tout simplement. Ils ont réussi à rester unis malgré cette épreuve-là. Non, ils sont. Voilà, leur épreuve, c'est qu'ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Tu sais, c'est tout beau, tout mignon. C'est comme quand tu es à ta fenêtre et que tu vois encore deux petits vieux qui tous les jours font leur petite balade le matin et le soir, quoi. Ouais. Moi, j'en ai deux dans ma résidence. Ils doivent avoir 80, 85 ans, bien tassés. Le chien tassés. aussi à 80, 85 ans. Non, j'ai mort depuis longtemps, mais ils ont 85 ans, et le matin et le soir, ils font leur petite balade, ils se font leur tour de la résidence, et je trouve ça, super. D'ailleurs, il faudra leur dire d'éviter de rester au milieu de la rue, parce que moi, ils me ralentissent quand je viens de te voir. Donc, ça fait, franchement. T'es nul, on est en pleine poésie, et là, de suite, monsieur, il faut aller plus vite. Ça y est. Ça fait franchement un très beau bouquin, un très bel ouvrage. Oui. J'espère que c'est un très beau bouquin. Voilà, c'est un très beau bouquin en fait que vous ne pourrez sans doute jamais acheter, mais franchement c'est très bien. Je sais pas, peut-être que on trouve les BD sur internet. Ouais, voilà, sur le net, je pense que c'est trouvable. Tu nous rappelles le nom de l'auteur, s'il te plaît? C'est Ryan Andrews. Voilà. Et puis moi, comme j'avais mis assez dessous, j'ai une. Et puis voilà, vous montrera aussi sur son
Quand on fera sur l'émission, il mettra une petite photo de sa dédicace qui est très jolie. Ouais. Avec les petits vieux, justement. Un artiste fantastique. Changement de ton, attention, sortez les couteaux. On vous a dit qu'on ne disait pas que des gentillesses. Parce Chérie, que on est ça va trancher. Les génies de l'Arc de Triomphe. Alors, c'est une série particulière. Jean-Louis Fontenot, Éric Arnoux et Chris Millienne. Alors, donc, c'est les séries des Monuments de France. Ouais, édition du patrimoine. Édition du patrimoine et coédition entre les éditions du patrimoine et Glénat. C'est une série concentrée sur les monuments de France, là pour le coup sur l'Arc de Triomphe, et on va suivre en gros la vie du sculpteur, une histoire autour du sculpteur de tous les hauts-reliefs, je crois qu'on dit. Oui. Les hauts-reliefs qu'il y a sur l'Arc de Triomphe, et ces hauts-reliefs vont prendre vie petit à petit et emmener dans un voyage fantasmatique un pauvre clochard qui traînait dans le coin. Oui, alors qui est devenu le visage, on va dire, qu'il voulait mettre justement sur le sculpteur voulait mettre. Le sculpteur est représenté un peu sous les traits d'un Léonard de Vinci. Le clochard est représenté un petit peu sous les traits, je trouve, d'un Victor Hugo. Victor Hugo, ouais. Et donc c'est lui qui va servir de modèle finalement pour des visages sur les hauts-reliefs de l'Arc de Triomphe. Cet Arc de Triomphe sert de porte. Alors de porte vers le passé, de porte vers le futur, vers une sorte de paradis des gens morts au combat. C'est ça. On essaye d'aller récupérer les gens morts au combat dans les différents conflits. C'est donc, ça, pour qu'ils aient une belle vie après. C'est ça. Première, deuxième. Pour qu'on ne les oublie pas. Alors ça part vraiment bien. Moi j'ai trouvé que le départ avec le sculpteur, j'ai trouvé ça intéressant. Ouais, tu dis ça parce qu'il y a une nana qui pose. Non. Vraiment, je trouvais, voilà, le mec, enfin, tu pars au début de la thématique, donc le début de l'histoire, c'est, le sculpteur, il arrive pas à faire ses hauts reliefs, ils sont un peu en lutte parce qu'il y en a qui veulent des trucs, lui, il veut pas faire ça. Et finalement, voilà, il trouve ce visage de clochard et c'est ce visage qui lui parle et il dit, voilà, lui, ce sera mon héros principal sur mes fresques. Ok? Et puis là, ça part en quenotte. Ça part en biberine complet, c'est-à-dire que les pseudo-voyages dans le temps pour aller récupérer tel ou tel soldat, voilà, on passe d'une période à l'autre, dure une demi-quart de page. Il y a un manque de consistance. Alors après, c'était peut-être une contrainte pour les auteurs parce qu'ils devaient faire en un album. Quelque chose qui aurait peut-être, si ça avait été traité de façon un peu plus correcte et profonde, ça aurait peut-être mérité 3-4 albums, j'en sais rien, mais là, sur le... Oui, non, Mathieu, non, rentre le couteau, ne le mets pas dans le ventre. Non, enlève-le, pas dans le ventre. Ouais, c'est le côté fantasmagorique. Ils partent dans la fantasmagorie, hein, justement, dans les liens avec les génies, ils retournent dans ces images du passé. Pourquoi pas? Mais moi, je trouve que c'est trop fantasmagorique, en fait. On ne voit pas trop le lien avec le réel. Pourquoi? C'est rattaché à rien. Au début, ça part bien. Tu te dis, bon, ben, ok, il a trouvé sa tête. Il a trouvé le visage qu'il voulait mettre sur l'Arc de Triomphe. Ok. Après, il commence à te faire, justement, une discussion sur justement, voilà, les combats, les guerres, ceux qui sont morts au combat. Ok. Ça marche, je veux dire, ça fonctionne. Mais après, pourquoi est-ce que d'un coup, tu passes sur un plan où tu vas aller chercher des soldats morts? Pourquoi ceux-là et pas d'autres? Alors pourquoi est-ce qu'on se les garde sur le toit de l'Arc de Triomphe? C'est ça. Pourquoi est-ce qu'ils sont sur le toit de l'Arc de Triomphe? Ça fait et puis il y a pas d'histoire, en fait, il y a pas de on suit des petites tranches, il y a pas trop de lien. J'ai l'impression de voir un peu une pub en fait pour tout l'Arc de Triomphe, c'est trop bien. Le lien, c'est la blondinette qui revient à la fin et qui était le premier amour qu'il n'a pas réussi à sauver, que le petit clochard n'a pas réussi à sauver lors de la guerre, du conflit de 70. Bon, voilà. Erreur de traitement sur la quantité, ils ont voulu tout mettre sur un seul album. Ou trop mettre, voilà, je sais pas. Après, en ce qui concerne le dessin, autant la page de garde, la couve là, est très sympa, autant l'intérieur, moi j'ai vraiment pas adhéré. Mais après, ça c'est totalement personnel, hein. Peut-être que ça pourra plaire. Personnellement, non, enfin moi je trouve ça j'allais dire encore le mot c'est efficace, mais non, je trouve que les personnages sont expressifs, ça reste dynamique. Il y a quand même beaucoup de détails aussi. Non, il y a du travail sur le dessin. Je dis pas qu'il y a pas de travail. Moi ça me touche pas ce dessin, quoi. Oui, c'est un très réaliste, c'est un très réaliste, voilà. Et
intéressant. Maintenant, voilà, le problème, c'est que le fond y est pas, quoi. Ouais. Une mise en page assez moderne, hein, je veux dire, sur la forme, etc. Non, sur la forme, c'est bien, mais sur le fond, couleurs, j'ai un peu du mal parfois avec les couleurs. Mais bon, pas sur toutes les cases, ça dépend. Notamment tout le traitement, là, sur la période actuelle, je trouve ça juste catastrophique. À la fin, carrément. À la fin, en fait, ça va de pire en pire. J'ai l'impression l'album, ça part pas trop mal, mais alors à la fin, c'est juste invraisemblable. Et donc voilà, donc je trouve ça très dommage parce que il y avait peut-être quelque chose de mieux à faire si on n'avait pas voulu en mettre autant dans le même livre. Alors soit le diluer. Sur plusieurs albums, soit se recentrer sur un seul point de vue, sur un seul angle. Mais là, pour le coup, j'ai un peu l'impression de voir les mauvaises bandes dessinées qu'on trouve dans les musées, tu sais. Ben oui, mais le problème, il est là, c'est qu'en fait, on fait une bande dessinée pour traiter donc d'un monument de Paris, donc l'Arc de Triomphe, et finalement, l'Arc de Triomphe, on n'en parle qu'au début. Et après, il est complètement. Mais l'Arc de Triomphe, c'est Stargate, hein. Non, mais c'est la porte. Non, quoi. mais dans le sens où est-ce que finalement, pour moi, c'est un peu une BD qui est ratée. Enfin, c'était pas en tout cas ce que j'attendais. Moi, j'aurais voulu quelque chose qui me raconte l'histoire de l'Arc de Triomphe et qui me raconte de la même façon, même tu vois, en romançant un peu justement avec l'histoire du SDF qui va devenir. Le côté fantastique aurait pu passer. Qui aurait pu être le narrateur que l'architecte soit le narrateur, et il nous raconte un peu l'histoire des bas-reliefs, des hauts-reliefs, pourquoi de. Mais pas d'avoir, cette histoire de fantastique qui pour moi mais comme un cheveu sur la soupe et qui a rien à voir, quoi. Ouais, non, c'est. Alors c'est vrai que peut-être que voilà, ça rejoint l'idée de départ de l'Arc de Triomphe qui devait être un lieu de mémoire, oui, mais. Je sais pas si moi ça m'a pas paru intéressant. Il est plus parti sur la symbolique de l'Arc de Triomphe que sur l'Arc de Triomphe lui-même en tant que monument, en fait. Oui, mais alors le problème c'est que voilà, on est donc aux éditions Monuments de France, Monuments historiques, pardon. Moi, il me semble que voilà, il aurait fallu parler du monument en lui-même, que aller survoler les différents conflits, ça n'apporte rien de plus pour le coup. Et je ne sais pas si c'est le choix de l'auteur d'avoir pris cet angle-là ou si ça a été une contrainte au départ qu'on lui a donné. On sait pas quelle liberté. Voilà, on sait pas quelle liberté il a eu. Donc c'est pour ça que, moi, j'incrimine absolument pas l'auteur. Hein, c'est un choix, c'est que ça reste une critique à titre personnel. Hein, mais ça me semble bancal en fait à l'arrivée sur ce type d'ouvrage, alors qu'effectivement il y a du travail. Alors après, comme je le disais, le dessin j'adhère pas, mais c'est à titre personnel. Mais il y a du travail derrière. On peut pas dire que ce soit un travail bâclé. Loin de là. Mais voilà, vraiment, ni au début, ni au milieu, et encore moins à la fin, j'ai réussi à rentrer là-dedans et j'ai trouvé absolument aucun intérêt. Ok, bon, on va peut-être essayer de finir sur une petite note positive. Thio, vas-y, je te donne le choix. T'as dit que tu ferais l'avocat du diable de temps en temps. La couverture est belle. Non, non, mais moi je trouve que le début était prometteur. Voilà, le traitement graphique est intéressant au niveau dynamique, au niveau mise en page, c'est intéressant. La forme c'est pas mal foutu. En fait. Non, la forme est bien. C'est vraiment au niveau du scénario, mais c'est pas trop en vrai. C'est voilà. Après voilà, ça peut vous plaire, ça peut ne pas vous plaire. Faites-vous votre avis, mais très honnêtement, je pense pas que ça plaise à beaucoup de gens, quoi. Si on devait chercher une cible, je vois pas la cible non plus. Pour qui ? Personne. Le problème est là, c'est-à-dire que ça ne s'adresse pas non plus aux enfants, ça s'adresse pas aux adolescents. En tant qu'adulte, moi, j'ai absolument rien trouvé. Donc voilà, tu peux pas te dire tiens, je vais acheter une bande dessinée sur l'Arc de Triomphe. L'Arc de Triomphe, il est très secondaire, quoi. Il est trop secondaire. Moi, je pense que le sujet était là et qu'on est rentré dans le sujet sur 5-6 pages et ensuite on est parti sur ailleurs. Non, mais là, je vous comprenais pas. Moi, dans mon article, là, je vais devoir marquer pour qui, je vais devoir mettre des trucs. Alors, trouvez-moi quelque chose à dire. Pour qui? Tu sais quoi? Pour les fans du complot. Pour les mecs qui croient en fait que dans chaque monument il y a un truc du complot derrière. Ouais. Voilà. C'est ça. À mettre dans la bibliothèque des francs-maçons. Mais ils sont pas fans du complot. On s'en fout. Ah ok. Ils le font. On poursuit dans les trucs moyens, pas top. Enfin, on n'a pas forcément. Attends, tu n'as pas encore à mon avis, hein, d'accord? Tranquille, tu respires. On va peut-être avoir un avis positif. Le Royaume suspendu, tome 1, Suspense. Le Nexus élémentaire, par Epken Rybalchenko et Berthe. Et c'est là que ça fait un peu plus peur que tout à l'heure, hein, parce que les génies de l'Arc de Triomphe, c'était qu'un seul tome. Basta. Là, c'est tome 1. Alors attention. Et on vous prévient tout de suite qu'on n'a pas forcément été fan. C'est un récit steampunk. Ouais. Sur, en gros, des royaumes qui sont dans le ciel et qui se font la guerre. Ouais, parce qu'en fait, au sol, c'est... Au sol, c'est Beyrouth. C'est Beyrouth, voilà.
Et donc on suit En fait, il y a quasiment plus de continents. Il y a que de la flotte. On suit un savant qui a trouvé une invention super géniale de la mort. Et bien sûr, les méchants et les gentils essayent de le récupérer et de le protéger. Ça va, c'est bien résumé. C'est bien l'idée, ouais. Vraiment de base. Des fois, dans nos résumés, on est tellement laconique qu'on perd beaucoup de la richesse du scénario, parce qu'il y en a quand même de la richesse dans le scénario, même si on n'a pas forcément adoré. Parlons, pour commencer, du scénario, justement. Messieurs. Prometteur, je pense qu'il y a des pistes qui sont intéressantes. Le choix des espèces de petites pilules qui permettent d'avoir des petits pouvoirs machin. Bon, alors oui, le héros a réussi à fabriquer qui est aussi un des chercheurs qui travaille avec le scientifique. C'est ça. Donc en fait, il y a le scientifique gentil à la base, il y a un scientifique méchant qui est censé être mort mais qui en fait n'est pas mort, on le sait, c'est relativement vite, je spoil pas grand-chose. Et le héros de l'histoire qui est en fait le collaborateur du gentil savant. Et donc ce collaborateur, finalement, c'est peut-être l'élève qui commence à dépasser le maître, dans le sens où même le maître ne voit pas l'intérêt dans ses recherches, en tout cas pense que ça va pas forcément aboutir. Et à l'arrivée, ça aboutit plutôt pas mal, puisque effectivement, il arrive à créer des petites potions miracles pour tantôt savoir voler, avoir une force démentielle. Enfin bref, super grand. Alors ça, c'est un peu la botte secrète, je trouve, en termes de scénario, c'est-à-dire que tout peut arriver n'importe comment, n'importe quel moment, grâce à la potion magique. Il peut décider qu'il avait la pilule, la potion qu'il fallait bien. C'est ça. Je me mets 3 secondes en situation de jeu de rôle, je sors la potion magique qui va bien pile poil au bon moment. Donc bon, pourquoi pas. Ça c'est un peu facile comme artefact, mais ça arrive. Voilà, pourquoi pas. L'univers est très agréable dans le sens, moi j'adore le côté steampunk, post-apo mais un peu mignon. Donc il y a à la fois du technologique, mais en même temps le côté un peu aérien et pas dénué d'intérêt. J'aime beaucoup l'idée. Après, on retrouve, même si je n'y ai pas joué, un peu ce qu'il y a dans un jeu vidéo qui est sorti il y a pas longtemps. C'est le BioShock Infinite, je crois, qui se passe dans le ciel. Ça m'a fait un peu penser à ces ambiances de steampunk victorien dans le ciel. Et côté un peu utopique de la cité dans le ciel. C'est ça. Donc voilà. Donc en termes de scénario, moi je trouve qu'il y a de bonnes pistes. Après, sur cet album-là, on va considérer que c'est un premier tome, qu'il y a des choses qui se mettent en place. C'est le moment où ça commence à passer à l'action, c'est très brouillon. Ça part dans tous les coins. Alors, on a du mal à s'y retrouver. Quand ça passe à l'action, moi, pour moi, c'est la cible. Je pense que c'est les fans des jeux de plateau. Quand ça passe à l'action, en fait, on se retrouve avec un Warhammer 40 000 sur plateau. Et là, vous vous retrouvez avec une grande carte avec les différents personnages, celui qui est à moitié caché, celui qu'on voit aux 2/3, et en fait, ils se tirent dessus et tu vois les impacts de balles à gauche, à droite, sur toute la carte en fait. C'est trop bien. Ouais. Mais non. Mais ça, c'est pas du tout une réussite. C'est pas lisible et c'est vraiment pas une réussite parce que du coup, on perd tout l'intérêt qu'on avait dans l'histoire. On a l'impression qu'on a un début. Moi, je vous dirais jusqu'à la page 32 parce que c'est là que ça commence le fight. Jusqu'à la page 32, on a une histoire qui est avec des petits portraits. C'est joli, c'est mignon. Ça se met en place. Et là, d'un coup, ce fight, ça casse tout. Ouais, ça part totalement en quenotte. Et puis, d'une certaine façon, ça va un peu à contre-courant du reste du scénario. Je vois pas bien ce que ça vient faire là au milieu. À la rigueur, au début, il y a une scène de combat qui est pas super bien réussie, mais qui quand même passe. Elle va plutôt bien dans le scénario. Ça explique la puissance des belligérants et les. Alors Thio est en train de montrer une planche. Non. Je dis pas que c'est moche. Ah non, attention. On n'en est pas encore à parler du dessin. D'ailleurs. Non, mais là cette page-là est très jolie. Elle est très jolie, mais sauf qu'en fait, grosso modo, je sais plus à quoi ça me fait penser, mais j'ai déjà vu ça où tu vois c'est toute la maison avec aussi en même temps tout ce qui se passe. Donc alors c'est juste une planche pour la décrire où on voit en fait le déplacement d'un personnage d'un immeuble jusque dans les égouts, etc., dans les bas-fonds, avec le cheminement des personnages qui est suivi par les dialogues. En fait, on va suivre les bulles, etc. Une planche qui est très réussie, un peu brouillonne dans le ton, mais qui est efficace et qui tient la route. Mais c'est vrai que pour revenir sur le scénario, moi, ce qui m'a un peu gêné, c'est que au niveau du rythme et au niveau de la lisibilité, on est souvent un peu largué. J'ai retrouvé de l'intérêt vers la fin. Oui, à la toute fin, où on revient sur un style. On a arrêté la fight. On a arrêté le fight et on est repassé sur les scènes classiques.
Moi, j'ai retrouvé du plaisir vers la fin, où justement, ils vont essayer de résoudre une partie de l'affaire. On reste dans la baston, parce que t'es dans la baston épique, quoi. Oui, mais sauf que, mais en fait, c'est plus ouvert. En fait, comme le décor est plus ouvert, je pense qu'il y a plus de facilité à le dessiner. C'est plus centré sur le personnage aussi. C'est-à-dire qu'on se retrouve plus centré sur le personnage. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'en fait, c'est sur les scènes de groupe où ça manque de clarté, de lisibilité. Ouais. C'est vraiment dommage de ce point de vue-là. Après, voilà, donc au niveau du scénario, moi je trouve qu'il y a pas mal de pistes intéressantes. J'attends quand même le tome 2. Je suis sans doute moins critique que vous, peut-être là-dessus. Moi j'attends le tome 2 pour voir un petit peu comment est-ce que la suite va être gérée. Et après, Adrien Capura. Il y a un point qui est quand même très positif au niveau du scénario, c'est qu'il ne s'est pas contenté pour un tome 1 de nous faire une introduction. Oui. Il va bien au-delà de juste nous présenter les personnages, ce qui fait que justement, on a peut-être parfois un peu de mal avec certains d'entre eux. En plus, il se fait plaisir en mettant des clins d'œil aux personnalités de l'époque, etc. Il y a Oscar Wilde qui fait un petit passage. Donc... Oui, parce que ça se passe en 19e, c'est 1880. Ouais, steampunk, quoi. Oui, vraiment steampunk, ouais. Okay, le dessin. Bon, pour moi, il y a de très belles choses. Et comme sur le scénario, des choses qui sont extrêmement brouillonnes, qui n'ont pas grand-chose à venir faire là-dedans. Voilà, autant les décors, le choix des couleurs, même si c'est parfois un petit peu sombre, j'aime beaucoup. Autant le dessin de certains visages, et je dis c'est même pas une question de personnage, parce que certaines fois les personnages, je trouve, sont très réussis, mais des fois les personnages sont je sais pas, sous prétexte qu'il veut essayer d'y mettre une expression, à mon sens, totalement défigurée ou pas vraiment dans le ton. Donc après, voilà, c'est peut-être comme tout à l'heure une histoire de goût, mais j'ai vraiment du mal, quoi, sur certains personnages. Disons que non, enfin, les personnages que j'ai trouvés, enfin, il y a, comment dire, le dessin est très joli, il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. Parfois trop de détails. Mais moi surtout c'est la dynamique des cases qui a été, je trouve, difficile. Voilà, là par exemple, tu vois, je suis sur une page où tu as sur la gauche un plan et il a relié les cases pour dire à quel endroit se passe telle action. Ouais. Moi je trouve ça super comme idée. Oui, mais l'idée est bien, mais sauf que comme je te dis, moi ça me fait trop penser à un jeu de plateau, quoi. Et ça m'a pas enthousiasmé, parce qu'en fait du coup c'est un MJ qui te montre où ça se passe, ou en tout cas qui a son document. Ça fait vraiment partie des trucs. Je trouve le découpage, je trouve le travail sur le découpage, justement, la narration, comment est-ce qu'il découpe ces trucs, etc. Oui. Super bien foutu. Ouais, mais sauf que c'est trop découpé, et à un moment donné ça devient un peu indigeste. Je suis d'accord avec Mathieu. Ouais, c'est pas ça qui m'a choqué. Moi, ce qui m'a choqué, c'est que dans les ambiances sombres, en fait, où il rajoute beaucoup de détails, de noir, etc., on s'y perd parce que justement, c'est trop sombre. C'est trop sombre. Voilà. Ça, je suis d'accord. Tu vois, par exemple, la page que j'utilisais tout à l'heure, où on a justement le cheminement qu'ils vont faire, cette page aurait été plus réussie s'il avait soit mis moins de détails, parce que du coup, plus éclairé l'ensemble, ouais. Soit moins de détails, parce que du coup c'était sombre, soit en fait éclairer davantage pour qu'on voit ces détails, parce que là c'est tellement sombre. Éclairer les zones du dessin où il se passe des choses intéressantes, parce qu'en fait il y a une égalité entre les zones où il se passe rien et une zone où il se passe quelque chose d'intéressant. Et du coup on passe longtemps, c'est pour ça que je dis c'est un peu indigeste à la lecture à certains moments, parce que vraiment on est obligé de voir quelle est l'intention de l'auteur et vraiment de farfouiller, quoi. Alors après, c'est peut-être son choix aussi, peut-être lui qui décide ça. Mais voilà, tiens, par exemple, ça c'est un bon exemple, tu vois. Regarde, cette case-là. Il y a une case d'un gars qui est en train de tirer avec un arrière-plan. Tu m'excuseras, mais on est en total décalage par rapport à ce qui peut se passer ici, alors qu'on est sur des scènes relativement similaires. Donc, grosse scène d'action pleine page. Voilà, il y a des scènes d'action pleine page avec des choix de couleurs, des choix de transparence, de fumée, même d'organisation et de mise en scène qui sont, je trouve, très intéressantes. Et puis alors à côté de ça, voilà, des cases typées manga presque. Warhammer 40. Warhammer 40, c'est ça. Plus que manga. C'est ça. Enfin, c'est très bizarre, voilà. Ça manque un peu d'unité, ça manque un peu de facilité à la lecture pour gagner en dynamisme. Voilà, pouf, paf, ici. Tiens, on a un fond blanc. C'est peut-être, il y a 3 cases dans l'ensemble. Là, pour le coup, le fond blanc est intéressant parce qu'il met les personnages en valeur. Eh ben oui, mais sauf que tu n'as aucune unité par rapport au reste du bouquin. Enfin, c'est un peu comme si tu étais dans la même pièce et tu as des murs totalement blancs, white de White Man, et puis en face de là, tu as la tapisserie à fleurs avec 54 cadres au mur. Enfin, il y a un petit souci dans la pièce au niveau de l'unité, quoi. Et ben là, c'est pareil. À un moment donné, pour arriver à rentrer pleinement, je trouve, dans un univers, il y a un univers, voilà ce qui t'est proposé, et après tu y rentres ou tu y rentres pas. Mais là, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout au niveau du dessin, il y a un peu de tout au niveau de la densité, un peu de tout au niveau de la couleur, un peu de tout au niveau du rythme, un peu de tout au niveau du découpage des cases. Ouais, j'en reviens au mot que je disais tout à l'heure, un peu indigeste à certains moments. On s'y perd un peu, quoi.
Mais voilà, après, j'attends de voir la suite. Moi, j'ai eu la sensation qu'on a voulu trop me mettre plein les yeux. Ouais, c'est possible. On a voulu trop m'en envoyer et du coup, j'ai un peu perdu de l'intérêt. Ce qui pour moi, comme tu disais, voilà, sur le tome 2, tu vois, finalement, en discutant, je me dis, ouais, je l'attends un peu, en fait. Parce que le scénario, il y a plein de choses intéressantes dedans qui m'ont quand même intéressé, qui me plaisent, et j'ai envie de savoir la suite. Le dessin, je trouve qu'il y a des choses intéressantes. Il y a plein de choses intéressantes, il y a beaucoup de talent quand même, hein. Je veux dire, on peut pas lui... Et puis il y a du boulot, hein. Il y a du boulot, il y a beaucoup de talent, et je me dis peut-être que voilà, en se réfrénant un peu, en se disant peut-être je vais en faire un peu moins en envoyer au lecteur. Un peu plus de clarté, un peu plus de... Et franchement, je pense qu'il gagne. Travailler la lisibilité, en fait. Ouais. Moi, j'ai l'impression que ce qui ressort un peu de nos discussions, c'est qu'au départ, on est rentré avant même de chroniquer en disant c'était trop pourri, parce que effectivement, quand on sort du bouquin, quand on ferme le bouquin, on dit mais voilà. Et alors qu'après, en y réfléchissant, le scénario est pas si mal du tout. Il y a des pistes qui sont super intéressantes. Il y a des personnages qui sont très intéressants. Au niveau du dessin, il y a plein de choses intéressantes. Oui, en se posant 2 minutes et en y réfléchissant à tête reposée, on se dit mais il y a quand même un gros potentiel là-dessus. Alors que quand on ferme le bouquin, on n'a qu'une envie, on le pose et on le cache. Ce qui est très paradoxal quand on vient d'en discuter là, je trouve. Hein, c'est pour qui ? Dernière petite chose, oui. Pour gagner, pour aller dans le sens de la lisibilité, je trouve qu'il y a une énorme différence entre la couve et le contenu. La couve, justement, donne de l'espace, donne de la liberté, donne des couleurs claires. On est sur quelque chose de très lisible. Alors qu'à l'intérieur, on est sur ce qu'on vient de dire, des choses qui sont parfois indigestes. Je pense qu'en restant peut-être un peu plus sur le style graphique de la couverture et un peu moins sur la densité et la noirceur des couleurs de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais, un ancrage en plus qui est peut-être un peu trop. Oui, il y a beaucoup d'ancrage, trop fort en fait. Ouais, un ancrage plus des choses plus légères, ça participerait à une meilleure lisibilité, une lecture beaucoup plus facilitée. Puis on gagnerait en vitesse de lecture aussi. Une scène d'action où on passe 15 minutes sur la même page, c'est plus une scène d'action, quoi. Ok. Bon alors c'est pour qui ? Moi j'ai dit les fans de jeux de plateau. Mais après coup je me dis quand même que c'est un peu méchant parce que après les fans de jeux de plateau. non mais après en avoir discuté avec vous deux, voilà, je me dis je l'avais pas aimé au début et finalement j'ai quand même envie de savoir ce qui se passe ensuite. Moi aussi. Donc du coup les fans de jeux de plateau, mais bon en même temps les gens normaux aussi quoi. C'est sympa pour les fans de jeux de plateau. C'est bon. Moi je dirais pour les fans de steampunk. Ouais, et puis pour ceux qui sont prêts à faire un effort pour lire une bonne histoire. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu l'idée. Le crowdfunding est un phénomène vachement à la mode. De plus en plus d'auteurs, de communautés font appel aux fans pour réussir à créer un projet. On a des exemples phénoménaux qui ont réussi à avoir plein d'argent, que ce soit dans le jeu vidéo, on pense au projet de Tim Schafer, que ce soit pour le matériel, aussi pour le matériel, pour la bande dessinée. La bande dessinée, on pense à Order of the Stick qui a réussi à avoir plusieurs millions de dollars pour son projet. Et donc, ça arrive beaucoup sur la bande dessinée. Bon, ça n'a pas marché pour le Ubuntu Phone. Hein. Pour en parler, j'ai interviewé Toad, l'auteur des Voisins du Chaos, qui va revenir pendant quelques minutes sur le sujet. On revient dans 25 minutes après l'interview de Toad. Je suis avec Toad, l'auteur de la bande dessinée Les Voisins du Chaos. Bonjour Toad. Bonsoir, enfin ou bonjour, ça dépend si les gens sont de nuit ou de jour quand ils écoutent la chronique. On verra quand ils nous écouteront. Certains disent bonjour dans certains podcasts. Bonjour alors. C'est un peu médiéval, bonjour. Oui, c'est vrai. Donc toi, tu as mis en disposition sur Internet une bande dessinée Les Voisins du Chaos que tu as commencé il y a quasiment 2 ans, c'est ça ? Oui, ça a commencé il y a 2 ans et demi. J'ai commencé la publication en ligne il y a 2 ans et demi et j'avais commencé à travailler dessus 6 mois avant. En fait. Ok, bande dessinée donc que tu mets à jour toutes les 2-3 semaines à peu près. Oui, alors bon, des fois je me permets des temps de pause assez larges entre les tomes, comme c'est le cas actuellement. Là, je me suis prévu 3-4 mois de pause parce que j'ai besoin de prendre de l'avance et surtout là j'avais besoin de gérer l'auto-édition du premier tome. Bon, ce qui m'a demandé pas mal de travail, sachant que c'est une BD que je fais en jonglant entre mon travail professionnel, c'est-à-dire quand je dis professionnel, c'est-à-dire mes clients habituels, quoi, pour tout mon travail de concept art et d'illustrateur. Et voilà, donc là, généralement, je consacre à peu près la moitié de ma semaine à la production de la bande dessinée.
Et donc là, la rentrée a été assez chargée, donc j'ai un peu mis en pause le tome 3, mais j'ai déjà des pages de prêtes pour essayer de repartir justement sur des mises à jour entre 2 et 3 semaines entre chaque chapitre. Donc le premier tome des Voisins du Chaos raconte les répercussions de l'arrivée de personnes étranges dans ce qui semble être une petite ville, sur un groupe de jeunes. Et tu as la particularité de lancer du crowdfunding pour en faire une version papier, tout en gardant la version internet disponible. Pourquoi cette idée de faire une version papier ? Alors en fait, je me suis longtemps cherché sur les meilleures méthodes d'édition possibles, sachant que j'ai d'abord évidemment tenté la méthode d'édition par le circuit classique, c'est-à-dire via les éditeurs. Par rapport à tout ce qu'ils m'ont proposé, ça allait vraiment pas. Vu la charge de travail que ça demande, les rétributions proposées, enfin même toutes les conditions de contrat ne m'allaient pas du tout parce que bon déjà je suis un peu intransigeant dessus, mais aussi je suis dans un atelier que je partage avec d'autres auteurs et d'autres auteurs, d'autres créatifs, d'autres graphistes, et donc je suis plutôt informé sur ce qui se fait un peu dans la profession par rapport aux histoires qu'ils m'ont racontées, et donc j'ai vite vu certains pièges venir. Plutôt que de prendre le risque de me retrouver comme certains auteurs qui se sont retrouvés coincés face à des contrats d'édition un peu bancals, j'ai préféré me gérer tout seul mon auto-édition, sachant que j'avais pas spécialement d'urgence pour ma BD étant donné que je travaille en tant qu'illustrateur indépendant pour des romans, pour du jeu vidéo. Donc j'ai préféré faire la bande dessinée dans mon coin sans avoir une pression éditoriale trop forte ou qui mettrait en péril le projet. Et pendant que je prépubliais mes pages sur internet, essayer de trouver une solution soit d'auto-édition, soit d'édition numérique, enfin quelque chose qui se prêterait le mieux à ma démarche en fait. Et donc pendant 2 ans, je me suis surtout fait plaisir en partageant ma BD sur internet, en recueillant les commentaires, en créant un petit public. Et j'ai commencé à réfléchir au crowdfunding il y a à peu près 1 an. Mais en fait j'avais l'impression que c'était pas très très bien installé en France, et surtout c'est assez dur de le faire comprendre aux gens de manière générale. Mais là ces derniers mois, entre Kickstarter déjà qui a réussi à bien démocratiser le principe du crowdfunding au travers des jeux vidéo, j'ai décidé de chercher là sur Ulule, parce qu'en fait j'aurais voulu passer sur Kickstarter, mais pour Kickstarter il faut un numéro de TVA américain, et j'ai remarqué que Ulule était le plus réactif parmi les plateformes de crowdfunding française, et donc voilà. Puis c'était surtout aussi par rapport aux lecteurs où beaucoup me demandaient quand est-ce qu'ils pourraient avoir l'album en version papier. Après c'était quand même un pari parce que j'avais beaucoup de mal à évaluer pour savoir si c'était possible à faire. C'est-à-dire que j'ai des statistiques sur internet de visiteurs, tout ça, mais ces statistiques, ça ne veut pas dire lesquels seront des acheteurs potentiels réels, quoi. Donc le crowdfunding, ça a été quand même une bonne solution. C'est-à-dire que ça m'était pas, j'avais pas besoin de faire un emprunt. Et si le projet marchait pas, tout le monde gardait son argent et je me prenais pas le risque de me retrouver avec des centaines d'albums sur les bras, quoi. Pour le coup, tu as eu 145 soutiens. Ça a été financé à 133%, tu demandais 4 000 €, t'en as reçu 5 325. Ouais. Ce qui est quand même une belle réussite. T'as mis combien de temps pour atteindre les 100%? Je m'étais fixé 50 jours. C'est-à-dire, je voulais pas non plus une durée trop longue parce que je sais que les gens, quand ils voient une durée un peu trop longue de financement, ils ne s'engagent, enfin, c'est-à-dire, ils zappent vite le projet. Quand ils voient qu'il reste 69 jours, ils se disent qu'ils feront ça plus tard. Donc, voilà, j'ai préféré prendre 50 jours, et puis en même temps, le but c'était pas de faire traîner l'affaire, et j'avais envie de régler ça rapidement, même si je devais choisir un imprimeur et compagnie. Alors là, le problème qu'il y a, c'est que toi, donc, tu vas faire éditer ta BD, tu n'es pas passé par un éditeur, donc tu te retrouves à tout gérer toi-même. Oui. Tu te retrouves à gérer, trouver un imprimeur, bosser avec un imprimeur, ce qui n'est pas forcément le boulot d'un illustrateur à la base, il me semble. Devoir gérer des stocks, devoir gérer pas mal de la distribution. Est-ce que au niveau du temps, est-ce que c'est rentable? Parce que bon, sur les 5 000 € que tu as reçus, j'imagine qu'il y avait une petite marge. Tu as une petite marge ou pas du tout? Pas du tout. Alors pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais demandé 4000, ça c'était rien que pour l'imprimeur me demandait 4200 pour l'impression. Enfin, c'est un peu plus, hein, c'est 4300, je crois. 4200, ouais, 4300 pour l'impression, et j'avais prévu à peu près pour 700 € d'expédition, ce qui était à peu près le compte juste. Donc, je me disais que j'allais mettre 1000 € de ma poche et demander 4000 d'abord, quoi. C'est-à-dire, au total, ça fait 5000, hein, ce que ça m'a coûté l'opération. Donc là, avec l'opération de crowdfunding, je me suis remboursé les expéditions et les albums, sachant que là, j'essaie de me rembourser un petit peu aussi tout ce qui est le carton. Enfin, j'ai eu des tas de petits frais accessoires. Donc clairement, pour l'instant, c'est-à-dire là, je me fais pas d'argent de poche dessus, hein. C'est avant tout, le but, c'est de concrétiser le projet, d'avoir un bel album papier. Mais
ça va peut-être me devenir rentable dans les mois qui viennent, parce que justement maintenant, c'est-à-dire j'ai fait imprimer 1000 albums, j'en ai expédié 150 aux différents contributeurs. Ouais, contributeurs, voilà, c'est le bon mot. Donc j'en ai à peu près 850 sur les bras, et maintenant ce sera des albums où je ferai du bénéfice dessus, quoi, justement. Bon, par contre maintenant, c'est-à-dire il va falloir que je travaille pour faire toute la partie commerciale. Parce qu'il y a tout le problème de distribution, il y a des réseaux très précis sur la distribution en librairie. Ouais. Est-ce que tu vas réussir à te faire distribuer, ne serait-ce que sur Amazon, pour parler que du plus connu? Déjà, rien que pour le choix des imprimeurs, pour tout ce travail qui normalement n'est pas dans mes compétences, j'ai la chance d'être dans un atelier avec beaucoup de gens qui ont des tas d'expériences différentes, donc j'ai eu déjà beaucoup de conseils de ce côté-là. Puis au travers des gens que je croise dans mon quotidien, à Toulouse, tout ça, parce que je croise souvent des auteurs de bande dessinée, tout ça, il y en a qui ont pu bien m'aiguiller, surtout vers les imprimeurs et tout ça. Surtout que le tirage, justement, il est pas mal, quoi. Hein. Franchement. Ah oui, non, mais ça, propre, parce que j'ai été intraitable en fait avec l'imprimeur. Hein. C'est-à-dire que moi j'étais parano. Hein. C'est-à-dire je voulais vraiment un album. C'est-à-dire j'ai vu tellement d'histoires, que ce soit dans l'édition classique tout comme dans l'auto-édition. D'ailleurs, quand je voyais l'histoire, je sais pas si tu avais entendu parler de l'histoire de Obion par rapport à l'une de ses BD chez KSTR où il y avait eu de très gros problèmes. Voilà, ça m'avait déjà, j'étais déjà en alerte en fait avec ça. J'ai eu d'autres, je travaille avec des graphistes hein, souvent qui eux sont en connexion directe avec les imprimeurs et qui savent les problèmes classiques. Hein. Donc moi j'ai fait la maquette avec un de mes collègues d'atelier qui est Edouard, qui m'a beaucoup aidé, qui est graphiste et justement qui est spécialisé pour ça. Et moi avec l'imprimeur, la manière de communiquer avec lui, d'ailleurs c'est un imprimeur assez fiable, mais voilà, c'est-à-dire j'ai été assez parano, j'ai demandé des épreuves parce que des épreuves couleurs qui m'a expédié pour avoir vraiment la vérification parfaite. Enfin, et ça c'est grâce au fait que je partage mes locaux avec des gens qui ont des compétences qui vont au-delà des miennes, hein, et qui sont clairement orientés vers le print. Est-ce que toi tu es plutôt orienté vers le web à la base? Ouais, déjà, et enfin en plus je suis pas non plus un champion du web, mais c'est-à-dire moi je suis plutôt vers l'infographie, mais j'imprime jamais mes produits, quoi. C'est-à-dire je fais tout comme si c'était dédié à l'écran, quoi. Donc là justement le but c'était de convertir toute cette bande dessinée de la manière la plus jolie, enfin sans perdre quoi que ce soit en faisant l'album. Hein. C'est-à-dire le but c'est que l'album soit encore plus agréable à lire que sur écran, quoi. Donc ça c'était ma première motivation. Et ensuite concernant la distribution, justement comme je travaille justement pour faire des couvertures de romans avec des petits imprimeurs, enfin avec des petits éditeurs, je veux dire. Je suis encore dans des démarches vraiment de micro-édition, donc c'est-à-dire pour l'instant pas de distribution, enfin du moins en magasin genre Fnac et compagnie. J'ai fait le tour des petites boutiques de Toulouse pour aller placer moi-même mes albums, mais sinon les ventes je compte le faire en vente par correspondance ou sur les salons de bande dessinée en fait. Donc ça pourra se faire à partir de ton site, tu mettras en place un moyen d'acheter l'album. Ouais, d'ailleurs je suis un peu en retard là-dessus, il faut vite que je me monte une web boutique, hein, mais voilà, c'est-à-dire ça c'est tout le problème de l'auto-édition, c'est-à-dire que je suis sur plusieurs fronts en même temps, parce qu'en même temps il faut que je gère mes clients dans l'illustration, enfin j'ai beaucoup de choses à faire en même temps, et puis bon j'ai aussi tendance à me lancer sur des tas de projets en même temps, sachant que Les Voisins du Chaos c'est mon projet préféré, hein, c'est-à-dire c'est un univers que je trimballe depuis 8 ans avec moi, sur lequel je réfléchis dessus, ça faisait 8 ans que je réfléchissais déjà à l'univers, les personnages, tout ça, donc voilà, c'est l'élément qui me motive à chaque fois, c'est de concrétiser ce projet, quoi. Là déjà, faire le premier album, c'est déjà une grosse étape de franchie. Tu comptes continuer par le biais du crowdfunding pour faire les tomes suivants? Pour le tome 2, oui, ça c'est sûr. Après, on verra, parce que le but aussi, c'est peut-être de même réussir je dirais pas forcément de s'affranchir des plateformes de crowdfunding, mais de devenir indépendant comme l'est un éditeur, en fait, un éditeur classique, justement, a de la trésorerie pour faire imprimer d'avance ses albums, sans avoir à faire appel à forcément du financement extérieur. Mais bon, ça, je vais pas tirer des plans sur la comète, hein, je peux pas m'avancer sur ce que je vais faire pour le 3e, 4e ou 5e tome. Enfin, dans tous les cas, c'est forcément destiné à une impression papier. Donc là, tu viens de donner un truc sur ta fac, tu dis que tu ne donneras pas le nombre de tomes, mais tu viens presque de le faire, là. Ouais. Tu viens de me piéger, là. D'accord. On va revenir un peu on va zapper le crowdfunding, on va revenir un peu sur cette BD-là. C'est une histoire un univers que tu traînes depuis 8 ans. Moi, c'est un univers que j'ai trouvé assez original parce que, entre guillemets, hein, c'est pas un défaut pour moi. Il a un peu le cul entre deux chaises, entre le côté un petit peu, ado et le côté un peu plus mature.
j'ai retrouvé un côté un peu dans des délires assez manga, mais aussi une influence un peu comics derrière. Pareil, on le voit dans des caractères design qui font vraiment très cartoon et d'autres qui font vraiment plus héros, qui en jettent un peu plus classe, quoi. Ton public, à la base, c'était toi qui avais envie de te faire plaisir? Oui, alors là, clairement. En fait, c'est-à-dire que quand j'étais encore étudiant dans les arts appliqués, j'avais tendance souvent à être un peu surinfluencé par tout ce que je voyais, à tout ce que je goûtais, tout ce que j'aimais, et j'avais envie de le digérer, de le mettre dans quelque chose à chaque fois, par rapport aux univers que je lisais, que je consultais, que ce soit le cinéma ou que ce soit la bande dessinée ou les jeux vidéo. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est à force de faire ça, on s'éparpille, on monte des tas de projets différents. Parce que en fait, j'ai longtemps créé des jeux vidéo sur Internet et je démarrais un jeu quasiment tous les 2 mois, un nouveau concept de jeu, sans jamais terminer les précédents. Et en fait, je me suis dit qu'il fallait que je canalise un peu cette créativité et que je me trouve un univers dans lequel je pourrais un peu mettre tout ce que j'apprécie de manière générale dans la culture populaire, hein, c'est-à-dire la bande dessinée, jeux vidéo, cinéma et animation. Et donc voilà, je me suis créé avant tout un univers qui puisse accueillir l'orientation artistique dans laquelle je me lance. Et également, ça vient aussi d'un autre fait, c'est-à-dire que j'adore la bande dessinée, mais au sens large. C'est-à-dire, je n'aime pas seulement le franco-belge, j'aime autant les comics américains que les mangas. Et c'est-à-dire, en fait, je trouve qu'il y a beaucoup trop de clivage entre ces 3 styles. Et je pense que c'est pas un clivage qui est dû forcément aux auteurs, c'est souvent les éditeurs. Enfin, de la sensation que j'ai par rapport à des directions éditoriales, parce que justement, c'est ce que les éditeurs m'ont reproché quand je venais leur présenter mon projet, c'est qu'ils disaient qu'ils savaient pas où le classer en fait par rapport à leur collection. Ils ont besoin d'avoir des collections précises pour que les lecteurs puissent se repérer facilement, c'est-à-dire ça c'est du manga, ça c'est de la bande dessinée avec du gros nez, ça c'est du comics américain avec des héros très musclés. Et je trouve dommage qu'il n'y ait pas vraiment de métissage entre ces styles. Pourtant, ça devient le cas. Hein. Depuis les 5 dernières années, on trouve des bandes dessinées qui sont, ouais, vraiment. Enfin, et moi, c'est ce qui m'intéresse justement, c'est-à-dire ce mélange, ce métissage des styles. C'est-à-dire parce que au final, tout ça, c'est de l'art séquentiel, hein, comme dirait Scott McCloud, sans prendre. Ça reste de la pure bande dessinée. C'est-à-dire, beaucoup de gens essaient de trouver des règles à appliquer pour faire du manga et pas faire de la bande dessinée. Moi, je trouve ça un peu absurde. C'est-à-dire, vraiment, le but, c'est de faire quelque chose d'intéressant et d'original. Et donc, on peut pas faire de l'originalité à 100% si on se cantonne à une école, à un style, que ce soit le franco-belge à la Dupuis, enfin, sachant que j'ai l'impression qu'en plus, toute cette école-là, c'est-à-dire Dupuis, tout ça, est en train de se mettre à jour avec de nouveaux dessinateurs qui sont beaucoup plus issus d'une influence autant animation japonaise et américaine, tout en gardant des bonnes bases intéressantes de la bande dessinée franco-belge. C'est aussi une question de génération. Les auteurs qui on va dire, sont matures maintenant, qu'il va avoir donc la trentaine dans ces eaux-là, ont ces influences-là et ont été bercés par ça. Ah oui, clairement, les dessins animés des années 80, je pense que, enfin moi en tout cas, c'est ma principale source d'influence avec les jeux vidéo. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait c'est-à-dire que j'aimerais injecter également dans la bande dessinée des éléments que je peux trouver intéressants ailleurs dans la bande dessinée. C'est-à-dire que ma principale source d'influence ne va pas forcément être la BD. C'est-à-dire que je vais autant chercher dans les cinémas, dans le jeu vidéo, dans les sources qui sont audiovisuelles en fait, et essayer de synthétiser ça en bande dessinée, quitte à, enfin voilà, c'est-à-dire des fois c'est un peu de l'expérimentation, mais par exemple au niveau du style graphique, justement, j'essaie de m'approcher d'un rendu dessin animé. C'est-à-dire je peux pas séduire le lecteur par du mouvement, par de l'animation. Donc il faut que je trouve d'autres codes, tout en rappelant, voilà, c'est des dessins animés que j'aime beaucoup. Mais voilà, c'est un peu le problème pour les éditeurs qui ont été un peu perdus quand je leur ai montré mes projets. Enfin, moi j'aime bien ce que fait, par exemple, Ankama, qui prend un peu plus de risques par rapport au style, qui bouscule peut-être un peu les lecteurs qui sont habitués à avoir des collections bien précises de BD à papa ou de mangas très shonen. Voilà. Oui, c'est aussi un éditeur, Ankama, qui vient de cette génération-là, donc forcément dans ce sens-là. Au niveau du scénario, justement, j'ai trouvé que j'arrive pas trop à savoir si on est justement dans de l'humoristique ou dans de l'action. J'ai retrouvé un peu ce qu'on pouvait avoir dans du Dragon Ball à un moment. Ce mélange assez fun, je veux dire, quand tu as l'attaque des jeunes dans le tome 1, qui attaque dans tous les sens, ça devient un peu du n'importe quoi, on sait pas trop, ça part dans tous les sens, on voit vraiment un côté fun. C'est quelque chose que t'as vraiment pensé en amont, ou c'est juste, tu t'es dit, tiens, ça, il faudrait que j'ai un moment comme ça là, ça me vient là, c'est là que je le mets. Ah non, je l'ai pensé en amont, hein. C'est-à-dire qu'en fait, quand je construis mon scénario, j'essaie de faire ça comme
comme un jeu d'échecs, c'est-à-dire que tout a forcément un sens. C'est-à-dire j'évite de faire des scènes pour me faire plaisir, parce que ça c'est un peu excluant pour le lecteur. Parce que moi j'ai justement dans cette nouvelle génération d'auteurs un peu geeks, certains ont tendance justement des fois à trop penser à un plaisir personnel de restitution d'une Madeleine de Proust d'un vieux dessin animé ou de référence en jeu vidéo. Il faut faire gaffe à la surinfluence justement où on a tendance à dessiner que ce qu'on aime. Donc la façon comment j'écris mon scénario, c'est avant tout vraiment pour architecturer mon scénario. Hein. C'est pour avoir quelque chose, pour mener à quelque chose de précis. Alors je sais que le premier tome est assez perturbant parce que c'est une ouverture vers la suite, c'est vraiment une amorce. Mais oui, voilà, c'est-à-dire que je cherche pas forcément l'hystérie dans mon dessin, mais le côté humoristique est un peu Enfin, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on m'a souvent dit, hein. C'est-à-dire que c'est assez déroutant par rapport au sujet du scénario qu'on comprend à la fin du tome 1, de voir la légèreté de la façon comment je le traite. Mais c'est quelque chose en fait que j'ai observé souvent dans la culture japonaise que j'aime beaucoup. C'est-à-dire j'ai du mal à aimer les œuvres qui sont trop premier degré en fait, qui essaient de faire marcher les violons ou de se déclarer tout de suite comme sérieuse en fait. C'est-à-dire après c'est aussi une question de personnalité. C'est moi de base je suis comme ça, c'est-à-dire je tourne souvent tout à la dérision, même les choses les plus graves. Hein. Bon, des fois c'est pas forcément les choses avec lesquelles je me fais des amis, mais voilà, j'ai un peu une tendance bouffon et peut-être, je pense que je le fais presque des fois inconsciemment dans ma bande dessinée. Donc t'as un plan vraiment super précis jusqu'au dernier tome, tu sais exactement où tu veux aller. C'est vrai que cette introduction, ce premier tome, le fait d'avoir choisi une pagination qui est plus proche, on va dire, du franco-belge que du manga ou du gros album à l'américaine, hein, et un peu on se dit là ça y est, j'ai eu l'amorce, j'ai vraiment maintenant envie de savoir ce qui va se passer après, mais on reste un peu sur notre fin. Donc là moi justement faut que je dise le tome 2 qui est déjà disponible sur internet. Oui, le premier tome c'est avant tout une présentation des personnages, c'est-à-dire que je pense qu'on a des fois besoin un peu de temps pour comprendre pour se prendre l'affection d'un personnage avant de le lancer forcément immédiatement dans l'aventure. C'est moi je sais que j'aime bien en général prendre mon temps pour découvrir les personnages. On reproche à certains films des introductions longues, mais des fois ça peut être nécessaire pour vraiment apprécier normalement un caractère en particulier. Enfin, voilà. Ta dernière découverte en bande dessinée, tu m'as parlé de quelque chose qui avait l'air vraiment intéressant tout à l'heure. Alors oui, c'est 2001 Night Stories. Je sais même pas si je le prononce bien en fait. C'est un énorme manga en 2 tomes. Ça a été imprimé, je sais pas par qui, parce qu'en fait j'ai prêté les 2 tomes à un de mes potes. C'est une histoire terminée. Hein. C'est un manga qui date des années 80. C'est très intéressant parce qu'en plus il lorgne plus du côté de la bande dessinée franco-belge type Moebius, avec un petit côté un peu Akira, c'est-à-dire des très grandes pages avec des très grandes cases. Comme les Nausicaa de... Ouais, voilà, c'est ça. Et il n'y a pas de découpage hystérique un peu classique au shonen. C'est un sujet qui est particulièrement touchant. C'est la conquête spatiale de l'humanité, c'est-à-dire du début des premières fusées jusqu'à son aboutissement. Donc en fait ça se déroule, je sais pas, sur 2000, 3000 ans. J'ai pas fait gaffe aux dates en fait. Et c'est que des nouvelles qui s'enchaînent, mais qui sont dans une continuité. Et chaque nouvelle expose un nouveau fait scientifique et surtout développe une nouvelle idée philosophique. Et voilà, moi ça m'a beaucoup touché, j'ai trouvé ça très intéressant. Avec en plus cet exotisme narratif qui est propre au manga, tout en ayant la profondeur d'un roman de science-fiction de l'âge d'or des années 60-70. C'est sorti chez Glénat, par contre, ouais. faut vraiment vouloir se l'offrir. Bah, il coûte très cher, mais c'est sûr, il coûte cher, mais par contre, dedans, je crois qu'il y a une dédicace de l'auteur, une vraie. Enfin, moi, il y a un dessin original sur une petite carte postale, et parce qu'il a été tiré qu'à 2000 exemplaires, mais surtout, je trouve qu'il vaut vraiment le coup pour le nombre de pages, parce que j'ai mis une bonne semaine à le lire en lisant tous les soirs, en fait. 750 pages pour 99€. C'est ça. Enfin après, je vais pas faire la promo de Glénat et compagnie, hein, mais c'est une œuvre à consulter. Enfin moi j'ai trouvé ça très fort, très intense. Et bon, c'est chouette qu'ils aient eu le courage d'imprimer un truc pareil parce que ça date quand même des années 80. Et dans le dessin, il y a un petit côté old school, mais malgré tout, ça marche très très bien. D'accord, mais en tout cas, ça
Ça donne envie de faire des économies. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet ? Sur lesvoisinsduchaos.com. Après, dessus, il y a les liens vers tous les différents types de réseaux sociaux sur lesquels je m'étends, notamment mon blog. Je connais même pas l'adresse par cœur de mon blog, mais je crois que c'est lesvoisinsduchaos.blogspot.fr. D'accord. De toute façon, le lien est donné sur le site, en fait, où là, j'y mets à peu près, je mets ça à jour 2 fois par semaine, avec les illustrations, les concept art, que ce soit des concept art professionnels ou ceux dédiés aux voisins du chaos. Quand est-ce que tu comptes lancer le financement du tome 2 ? Et déjà une deadline ? Ouais, alors au départ je m'étais fixé pour avant Noël, mais là vu la surcharge de travail que j'ai, je préfère décaler ça à la rentrée 2014. Et puis bon, je pense que ce sera peut-être une bonne note parce que ça fera 6 mois entre les 2 albums. Pour ceux qui auront commandé, sur Ulule. Donc voilà, je pense que je vais essayer de lancer ça vers février ou janvier. Alors te presser de dessiner les tomes suivants si tu veux garder le rythme. Ouais, justement, c'est pour ça que j'ai besoin d'au moins 6 mois là pour bien avancer le 3e tome en tout cas. Ok, merci beaucoup. Moi je vais continuer à suivre ta série parce que franchement, le tome 1 m'a donné envie de connaître la suite. Donc on verra sans doute mon nom arriver dans la prochaine campagne de crowdfunding. Ciao. Je te remercie. Bonne soirée. Les voisins du chaos de Toad, j'espère que vous avez apprécié cette interview. En ce qui concerne la BD, nous allons être très tranchés dans le groupe, car l'un d'entre nous n'a vraiment pas aimé. Et qui n'a pas aimé ? Et qu'il ça, se dénonce. franchement, on en est même surpris, ceux qui ont trouvé cette BD sympathique, car franchement, c'est un avis très tranché que nous avons en face. Je pense qu'on va perdre des amis. En face, ils ne savent pas qui est en face, oui. Mais en fait, en face de nous, c'est Isaac. C'est Isaac. En fait, on ne vend pas, on renseigne. Bon, j'avoue, j'assume. Hein. Voilà, Toad, tu risques d'entendre des choses méchantes de sa part, car c'est une ordure. C'est une vraie raclure. Honnêtement, ce qu'il a dit tout à l'heure hors antenne, c'était... Wow. Ouais, mais il n'y a aucune attaque personnelle, donc voilà. Donc, les voisins du chaos nous racontent les mésaventures d'un groupe de jeunes qui sont confrontés à l'arrivée d'étrangers dans leur petite ville. Dans leur petite ville, ouais. Voilà, qui commencent à essayer de s'incruster pour se répartir des territoires, pour faire on ne sait pas trop quoi, et on va suivre un peu l'influence de ce groupe de jeunes qui sont globalement des jeunes normaux, entre ceux qui veulent faire les petits cons, aller faire des blagues tout le temps, et ceux qui essayent de voir leur petite vie normale. Sauf qu'apparemment, certains d'entre eux sont importants pour les étrangers qui ont rappliqué. T'as tout résumé, voilà, exactement. J'ai à peu près résumé. Parce que visiblement, les étrangers ont une connaissance des personnes de cette ville Quand on parle d'étrangers, on parle même carrément d'extraterrestres, visiblement, mais qui ont une apparence humaine. Oui, ils seraient venus du ciel, en faisant une sorte de trident dans le ciel à leur arrivée. Voilà. Ils sont apparus à ce moment-là, et du coup, ils sont en train d'essayer de se mettre copain-copain avec les terriens. Alors les trois ont des looks et des approches très différentes. Il y en a un, c'est genre le beau gosse qui va y aller à la séduction, à la manipulation. C'est le cerveau de l'histoire, ouais. C'est le ninja. Il y en a un, c'est le ninja, il est toujours dans l'ombre, caché. Moi, il m'a fait penser à un personnage de... Ah mince, comment ça s'appelle ce truc de ninja là, japonais ? Naruto. Oui, il m'a fait penser un peu, il y a l'une des écoles où ils sont comme ça, là où ils se planquent et ils ressemblent à rien, ils ont des bandages partout. C'est peut-être volontaire. Nous avons le bourrin, un peu bêta. Mais qui aime la nature. Voilà. Ouais, c'est un bêta écolo, ouais. Et en face, nous avons les jeunes, donc un groupe de petits merdeux qui pensent qu'à faire des blagues à deux merdeux voilà. Qui font chier tout le monde. Voilà. Et des étudiants lambda qui sont sympas, qui sont dans le coup, qui sont et qui eux ne sont pas détestés par toute la population de la ville. Oui. Plus le personnage bonus. Ah, excusez-moi, c'est vous qui avez apprécié la BD, c'est moi qui peut être quand même le seul personnage qui a un minimum d'intérêt au milieu, qui pourrait être presque le vampire de l'histoire, c'est-à-dire que c'est le gars qui a les cheveux longs, c'est le gothique de service, qui a les cheveux longs, tout noir. Mais qui arrive à la fin. On le croise un peu avant la fin quand même. Oui, mais enfin. Oui, quand même. Et donc voilà, c'est le personnage qui sort du lot, qui n'est ni dans le groupe des gentillonnés, ni dans le groupe des casse-noix, ni dans le groupe des psychopathes extraterrestres en train d'arriver sur Terre. Voilà, c'est le personnage qui est à part. Après, de quel côté est-ce qu'il va se rallier mais donc, si vous lisez la BD. C'est un personnage sympathique, tu l'as aimé celui-là ? Non, c'est juste qu'on n'y avait pas parlé. Voilà. Quelle ordure. Quoi qu'il en soit, c'est un premier arc qui pose un petit peu les bases, qui va jusqu'aux révélations finales qui nous annoncent, ça y est, on sait ce qui va se passer, on connaît un peu plus les tenants et aboutissants quand on arrive à la fin du
du tome. Le deuxième tome est déjà complètement lisible sur Internet, donc comme on l'a déjà dit précédemment. Et on va pouvoir commencer à parler clairement du dessin. Il y a une grande particularité sur le dessin, c'est qu'on a des décors qui sont très travaillés, très soignés, et des personnages qui, eux, ont un style graphique beaucoup plus simpliste, voire très cartoony pour certains. Ouais. Toad le disait dans l'interview, sur certains d'entre eux, il se recherchait encore, il avait un peu du mal à trouver son approche. De toute façon, on voit clairement entre le début et la fin, et la dernière histoire qui a été écrite 2 ans après. On voit l'évolution du dessin et du caractère design. Vraiment qui a beaucoup évolué entre temps. Alors c'est quelque chose qui peut un peu perturber au départ. Le début, moi, m'a un petit peu choqué, je voyais choqué dans le sens où on avait ce décor qui était très réaliste et ces personnages qui sont très cartoony, limite très exagérés, façon un peu le collège fou quand t'as les scènes de baston, quand il y a ça part dans tous les sens. Et sur la fin, je trouve que ça prend beaucoup plus de sens, ça pour moi du coup ça fait un peu plus unité entre le décor et les personnages. Alors la volonté de Toad, c'était justement que d'avoir un côté un peu film d'animation avec des décors très travaillés comme on voit dans les films d'animation, des personnages beaucoup plus simplifiés au niveau du style graphique. Dans l'objectif, c'est assez réussi, mais c'est vrai que moi le point qui m'a choqué, c'est qu'il y a certains caractères design qui genre les petits noobs là, ceux qui se font taper dessus et piquer leur vélo au début, ont un caractère design qui est vraiment très à l'écart des autres personnages. C'est assez déroutant en fait, parce que tu te poses même la question de savoir s'ils sont dans le même bouquin, dans le sens où c'est des styles qui sont vraiment trop décalés, je trouve. Voilà. Isaac, attention, ça va. Lance tes scuds. Non, je vais rester tranquille pour l'instant. C'est vrai qu'il y a sur certaines cases et sur certaines planches un très joli travail sur le décor. Sur les fonds, donc là je rejoins tout à fait ce que vous avez pu dire. Mais alors personnellement, le caractère design, la façon dont les personnages bougent, leur positionnement, le dessin, bref, je trouve ça vraiment pas à mon goût. Ça m'a énormément gêné, que ce soit sur les visages, que ce soit sur les corps, que ce soit sur leurs mouvements, que ce soit sur la scène de baston. Non, je ne suis pas du tout rentré. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il y a quand même pas mal d'évolutions entre le début et la fin. Le traitement graphique est bien plus allégé, les lignes de contour, le traitement des couleurs. Il y a presque un petit voile qui est posé, un traitement des ombres qui est beaucoup plus doux entre le début et la fin du livre. Donc à la fin, on va dire que si l'intégralité du livre avait été du même acabit que le dessin de la fin, ça m'aurait peut-être beaucoup moins gêné. Mais alors franchement, rentrer dès le début avec le dessin du début, waouh, voilà, très clairement, on n'aurait pas été en train de chroniquer et j'aurais pas été, façon de parler, obligé de lire le bouquin en entier. Je me serais arrêté peut-être à la page 10, quoi. D'accord. Donc tu n'as pas du tout adhéré. Mais justement, vas-y, dis le mal que tu penses de ce scénario. Et après, au niveau du scénario, alors après, ça vient, je pense, en partie de moi, c'est que les scénarios qui tournent autour des ados, de manière générale, ça me pose un petit souci. Après... Tu veux en parler Oui, écoute, j'ai rendez-vous avec Miller là, tout à l'heure, on va se voir. On va se faire une petite coup de cheveux tous les deux. Et... Vas-y, continue tes crypto-veines. Donc déjà la partie environnement ado, voilà, pas plus que ça. Mais alors le côté on débarque sur Terre pour faire des grandes révélations, des machins à des groupes d'ados dans une ville paumée. Bon, j'ai l'impression d'être dans une mauvaise série Z japonaise à base de super-héros en bleu, en rouge, en vert, en rose. Ou américaine, ça aurait pu marcher. Ouais, marche aussi avec les Américains, ils ont fait les Power Rangers aussi. Donc ça, c'est des trames de scénario avec lesquelles j'ai beaucoup de mal. On a des grands pouvoirs, mais on vit au fin fond de la forêt, on reconstruit des cabanes et on va se servir d'un troupeau de gamins du village totalement dénués d'intérêt et de préparation pour aller mener une guérilla dans la forêt pour se venger parce qu'on a piqué 2 vélos. Voilà, tu parlais tout à l'heure sur Frontiers, tu avais du mal à voir la trame et tu avais du mal à voir l'intérêt des historiettes, machin, mais... Non, je ne parlais pas tout à l'heure sur Frontiers. Enfin, tout à l'heure, il y a très longtemps. Enfin, dans le futur. Dans le futur.
un arc temporel vient de se créer. Et bon ben, bonne celle-là. Et que le monde en fait va s'effondrer là, parce que c'est pas possible. Oh là, mon Dieu, est-ce que je vais rencontrer mon double du futur? Donc voilà, c'est des choses comme ça au niveau dans la chambre au téléphone. Ce n'est juste pas possible. Voilà, je ne peux pas. La scène de baston qui dure 7, 8, 10 pages, qui rime à rien, enfin, qui est construite en dépit du bon sens, avec on monte, on descend, on court, on se bat, mais on se bat pas, qui tape qui, non. Enfin, non. Voilà. Vraiment, je n'adhère pas du tout au fond du scénario, mais alors à la gestion le tome, je sais plus, le chapitre 6, avec les scènes de fight, mais alors, non. Voilà. Clairement pas du tout. Bon, moi, le scénario, au contraire, j'ai trouvé que c'était rafraîchissant, c'était léger, c'était pas prise de tête. Les scènes d'action, je les trouve très bien menées, justement, parce qu'il y a beaucoup de personnages et on comprend bien ce qui se passe. Et ce qui est pas évident. On arrive à suivre ce qui se passe. Il y a un côté fun et un côté un peu débridé, pas prise de tête, qui fait que moi j'ai adhéré. J'ai trouvé ça prenant, fun. Alors effectivement, on est toujours dans un tome d'introduction, on sait pas où on va. Quant à la révélation finale, on va dire, du tome, tu te dis que peut-être que tout va trouver un sens par la suite, et ça me surprendrait pas. Enfin, en tout cas, moi, c'est l'impression que ça m'a donné. Même le côté grandiloquent de la quête spirituelle ou de la quête interplanétaire entre deux races, la quête de domination, avec la guerre des boutons au milieu où on se tatane à coups de savate, non. Ouais, je sais pas, j'ai l'impression que... Oui, mais en fait, tu commences à coup de savate pour finir ensuite à coup d'arme nucléaire, quoi. C'est comme ça que ça part. Ah, voilà, c'est ça. C'est ce qui m'a échappé, en fait. Mais parce que t'as pas lu la suite, c'est ça le truc. Ouais, c'est ça. Bah, vas-y, finis, Pierrick, pour une fois, on t'a coupé. Ouais, non, mais il est vénère quand c'est mais c'est peut-être la première fois que je suis aussi tranché sur une BD, mais alors vraiment, je ne suis pas rentré du tout dedans. Voilà. Ni sur le dessin, ni sur le scénar, ni sur les personnages, voilà, rien. Non, moi j'ai trouvé ça. Enfin, moi ça m'a semblé. Alors, pour en revenir, voilà, sur le dessin, un peu difficile au début parce que vraiment, je trouve un gros décalage entre le décor et les personnages. Sur l'histoire elle-même, moi j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça sympa. Il y a des petits mélanges, voilà, où quand ils font mener l'opération sur la pizzeria, tu te dis voilà, c'est un peu Minus et Cortex en train d'essayer de conquérir le monde. Moi j'ai trouvé que c'était humoristique, c'était drôle, c'est barré par moments, ouais, le fight avec les clones dans la forêt, fun quoi. Moi c'est ça, c'est le côté on part du petit truc léger et rigolo et on sent que ça va aller jusqu'à un conflit plus lourd de sens derrière. C'est que tu pars finalement d'un fait anodin et c'est ce fait anodin, ce petit truc qui s'est déroulé dans le passé qui va faire que dans le futur il va y avoir une énorme boulette géante quoi. C'est vrai qu'on en a pas parlé, mais bon, en fait les personnages on l'apprend. On avait réussi à pas spoiler quand même. Ouais, mais bon, on l'apprend relativement vite. Ouais, vers la page 40 sur 45. On l'apprend assez vite. Bon, bref, une notion de futur, voilà, on va pas vous en dire plus. Non, moi j'ai trouvé ça sympa, bon, intéressant. Je vais lancer un autre pavé, les dialogues, vous en pensez quoi? Ils tiennent la route, ça m'a pas choqué, ça m'a semblé tout à fait ce qu'il y a de plus... disons que pour des ados, ça tient la route, ouais, je suis d'accord. Ça m'a pas... Non, mais écoute, là, je suis désolé. Bon, je sais pas, tu t'es fait une focalisation négative sur cette BD. Moi, donc je confirme, quand c'est ado, je peux pas. Parce que là, les dialogues, non, je n'ai pas pu. Moi, les dialogues m'ont paru... Enfin, en gros, ils m'ont pas choqué, donc ils m'ont paru crédibles, tenir la route. Je vais pas dire que c'est des dialogues du siècle ou quoi que ce soit, mais ça m'a pas choqué du tout, en fait. Ça me semble... C'est pas du haut dire, c'est sûr, mais... Ça sert le scénario. Mais ça sert le scénario, c'est bon. Donc je n'en dirai pas plus. En fait voilà, non, je crois que c'est exactement dont on parle des fois, il y a des BD qui nous parlent, il y a des BD qui nous parlent pas. C'est ça. Des fois on rentre dedans, des fois on rentre pas du tout. Là tu es pas rentré du tout. Ah clairement. Mais bon voilà, justement ça veut dire qu'il y a aussi des personnes qui aiment et d'autres qui n'aiment pas. Voilà. Comme dans toute chose. Tout le monde. Bon, c'est pour qui? Toi, tais-toi, tu vas retourner taper des ados à la sortie du collège. Moi je vous dirais que si vous avez une Tati Daniel dans la famille ou un ado que vous aimez pas, vous pouvez lui offrir. Ah, au contraire, je pense qu'un ado il s'éclaterait moi à lire ça. Moi je pense que ça peut être fun, ouais. Ah ouais. Un ado ou même jeune ado, tu vois. J'ai même plus jeune que l'ado, un poil en dessous. Et par contre, la couve est très très jolie.
La couve et puis toutes les illustrations, pleine page de couverture, etc. Et puis c'est vrai que la dernière histoire qu'il a dessinée derrière, enfin moi je l'ai trouvé pour le coup, j'attends d'avoir toute la suite. Par contre, est-ce que du coup, bon là je n'ai pas écouté l'interview parce que je n'étais pas présent alors que tu l'as faite. Est-ce que le tome 2 sera toujours en crowdfunding ou est-ce qu'il sera... Oui, il va faire le tome 2 en crowdfunding, le 3 il sait pas encore, il a prévu, déjà il a son scénario qui est bouclé en fait, il sait combien de tomes il va faire exactement, il sait où il va. Combien de tomes Normalement c'est un secret, mais il a lâché sans faire exprès pour l'interview. Lui le sait. Okay. Donc non voilà, moi j'ai trouvé ça très intéressant. Et pour le tome 2, il compte le faire quand Pas de suite, mais il va essayer de le sortir bientôt. Là, la somme minimale, c'est 1,2 million. Non, il est pas aussi exigeant. Non, parce que enfin le premier tome, ce que j'ai trouvé bien, voilà, c'est que justement il a réussi à le financer entièrement par le crowdfunding et ça c'est pas mal quoi. Oui, et puis les gens qui l'ont financé, c'est des gens qui l'avaient apprécié à la base sur le web, parce que bien sûr la BD restera lisible intégralement sur le web. Carte blanche à Antoine. Antoine que vous pouvez retrouver sur Twitter sur le compte Strat, STRATE. Bonjour Antoine. Bonjour Pierrick. Tu vas aujourd'hui nous inviter à un voyage dans le temps pour revenir un petit peu sur les débuts du manga en France. En tout cas, les débuts tels que tu les as vécus toi. Alors, c'est un peu ce que j'ai vécu moi aussi, car on est à peu près de la même année. C'est vrai que le manga est arrivé assez tardivement en France. Quel était l'état du manga au départ ? Tout d'abord, je vais juste préciser que c'est pas une reconstitution historique qu'on va faire, mais c'est plutôt le parcours de ce que moi j'ai vécu et comment je l'ai perçu. Donc, il y aura peut-être des approximations, etc. Mais c'est plus pour brosser un tableau d'une expérience que vraiment donner un historique de la chose. Pas de souci, petite chronique personnelle. Voilà. Malgré tout, la bande dessinée au Japon, comme en France, il y a une période commune où ça a été la bande dessinée moderne a été définie, j'ai envie de dire. On a commencé classiquement, on date ça en 1930 avec Tintin, côté franco-belge, et 1947 avec Tezuka, côté japonais. Faut bien voir que pendant près de 40 ans, ces deux courants, donc que sont la BD franco-belge et la BD japonaise, ont évolué sans jamais avoir quasiment le moindre rapport les uns avec les autres et en s'ignorant complètement. C'est assez fou de dire ça aujourd'hui où une information qui est au Japon dans la seconde d'après elle est en Europe et aux États-Unis. Là, ça a été et pourtant ça a été des gros phénomènes culturels aussi bien en Europe qu'au Japon. Quand la BD japonaise a commencé à arriver en France, ça a été un petit peu un choc pour tout le monde parce que on ne savait même pas que ça existait quoi. Juste rien pour ça. Alors on va revenir un petit peu au début de nous, ce qu'on a vécu en tant que jeunes passionnés de bande dessinée. Nous, la première approche qu'on a eu des bandes dessinées japonaises, ça date des années 80 et ça date et c'est plutôt lié à l'animation japonaise et au dessin animé japonais, qui était acheté donc par des émissions de télé françaises. Alors il y avait Récréa 2 pour commencer, qui passait sur Antenne 2 à l'époque, et un petit peu plus tard il y a eu TF1 donc avec AB Productions et le Club Dorothée qui achetaient ces productions. Il faut savoir qu'à l'origine de ces productions c'était des productions qui étaient très peu chères et donc comme ils devaient remplir des grilles de programmes assez importantes pour la jeunesse. Il faut bien voir que le Club Dorothée, en fin des années 80, vers 87, le mercredi, c'est 8h, 18h non-stop. Donc c'est quasi monopole pour les enfants du matin jusqu'au soir. Et c'est des émissions quotidiennes de 2 heures, quoi, tous les soirs après l'école. Enfin, de 1 heure ou 2 heures le soir après l'école ou le matin avant, quoi. Donc c'est des créneaux qui sont assez énormes. Donc c'est pour ça qu'il y a eu les sitcoms qui sont venus, etc. Mais il y avait beaucoup d'animations japonaises qui avaient été achetées à la va-vite. Sachant qu'au départ, on se posait même pas la question de savoir d'où ça venait. C'était des dessins animés et basta. Je pense à l'arrivée de Capitaine Flamme, de Astro le petit robot, ou des premiers Goldorak. Dans le premier temps, c'était juste du dessin animé qui passait, quoi, comme ça. Voilà. Et nous, dans notre culture, de toute façon, on avait associé dessin animé à enfants. Donc, à partir du moment où c'était du dessin animé, c'était forcément pour les enfants. Il n'y avait pas de dessin animé adulte. Dans l'esprit collectif, ça n'existait pas. Au Japon, ils avaient déjà une autre vision des choses. Moi, le gros choc pour moi, pour mon expérience, ça a été en 1991 quand le Dragon Ball Z est vraiment arrivé en France et a commencé à être diffusé en France. Moi, en 91, j'ai 14 ans.
regarder des émissions pour enfants quand on a 14 ans, ça le fait pas vraiment. Malgré tout, avec des amis, tous les mercredis matins, parce que nous, j'étais dans une région où on avait encore école le mercredi matin, on enregistrait avec des cassettes VHS les clubs Dorothée du mercredi matin de façon parce que dès qu'on rentre de l'école l'après-midi, on puisse regarder l'épisode du Dragon Ball Z qui était passé. Il y en avait un par semaine et on voulait pas le rater, quoi. Et de même, tous les matins avant l'école, la 5 diffusait. Donc c'était une pour les plus jeunes d'entre nous, je veux dire, c'était une chaîne donc qui a aujourd'hui disparu, qui passait sur la 5 à la place de Arte, bien avant la naissance d'Arte, et qui diffusait Robotech. Donc on était baigné déjà de cette culture japonaise, sans jamais savoir que ça existait. Que la bande dessinée existait hors de nos frontières. Pour nous, ça restait du dessin animé, quoi. Et ça a été le cas jusqu'au moment où Jacques Glénat ramène du Japon à la fin des années 80 une série qui est en train de faire un carton éditorial là-bas, qui se vend par dizaines de milliers d'exemplaires, qui s'appelle Akira, que tout le monde connaît aujourd'hui, mais à l'époque, c'était complètement inconnu. Jacques Glénat sent qu'il y a un potentiel pour cette série-là et décide de la diffuser en France. Alors, pour la diffusion, c'est un petit peu compliqué parce que acheter des droits au Japon, ça se fait pas facilement. Ça se deal pas avec l'auteur, mais avec l'éditeur. Il y a l'éditeur de prépublication qui rentre en ligne de compte. Tout ça est très compliqué. Oui, puis les créneaux, le canal n'existe pas encore, donc. Oui, non, il défriche complètement la chose, quoi. Et il arrive en grande partie grâce au fait que les Américains ont déjà acheté les droits et sont en train de publier aux États-Unis. Il arrive à avoir les droits pour la France. Et donc il rentre avec ça sous le bras et il se dit le noir et blanc ça va pas forcément plaire au public français, il va falloir une version couleur, sachant que les Américains colorisent déjà Akira de leur côté. Donc il se dit, je vais éditer la version colorisée américaine. Steve Oliff à la couleur, les tout débuts de la colorisation informatique. C'est extrêmement mauvais. Hein, moi j'aime bien. Ça pique les yeux aujourd'hui quand même. Hein, c'est quand même des gros aplats de couleurs, etc. Non mais Steve Oliff avait régressé quand il avait fait les couleurs de Spawn derrière. Ouais. Le premier. Mais bon, par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, on est quand même. Oui, non mais la technologie a changé aussi. Voilà, c'est ça. Et en plus, ça permettait de traduire de l'américain et non de traduire du japonais, ce qui était beaucoup plus facile pour nous en France. Parce qu'on avait dans l'édition en France, il n'existait pas de traducteur japonais-français, quoi. Donc ça permettait d'avoir des gens opérationnels tout de suite, parce que les comics américains, on savait comment les traduire et on avait déjà les traducteurs pour le faire, quoi. Donc les onomatopées dans la version américaine étaient déjà réécrites, il me semble. Tout à fait. Il y avait aucun caractère japonais qui dépassait. Les caractères faisaient Bouddha, 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 Bouddha. C'est ça. Et donc Jacques Glénat décide de diffuser ça en fascicule au départ, fascicule souple. C'est un échec complet. Moi, j'en ai jamais vu. Ça sortait en kiosque, il me semble. Moi, j'en ai eu entre les mains. Et il me semble qu'ils étaient en noir et blanc au départ, les fascicules kiosques. Peut-être. Moi, j'en ai jamais eu entre les mains. Je sais qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de collector, qui est recherché. Mais en tout cas, ça n'est pas venu jusque dans ma campagne. Par contre, donc, comme je disais, ça a été un échec commercial, mais Jacques Glénat continue à croire à son projet et décide de l'éditer en version luxe, de faire des beaux albums avec ça, qui sont les albums colorisés qu'on connaît d'Akira aujourd'hui. Et là, pour le coup, ça marche un peu mieux. Alors, c'est pas la grosse euphorie, mais ça marche un peu mieux. Et moi, c'est le premier album de manga que j'ai eu entre les mains, quoi. Ça marche quand même assez pour que ça lui permette de fonder une collection autour de ce format-là. Donc c'est un format, pour ce qui correspond au format comics maintenant cartonné, avec plein de pages, ce qui leur a permis de lancer quelques années après quand même la collection Akira, qui ont permis de lancer des petits auteurs comme un certain Morvan. Non, mais bien sûr, c'est comparativement à ce que le manga, à l'explosion du manga à suivre, c'était une publication tout à fait honorable qui était comparable à du franco-belge de l'époque, quoi. C'était pas un carton éditorial, quoi. Surtout avant que le dessin animé ne sorte, parce qu'à cette époque-là, le dessin animé n'existait pas, enfin, en tout cas, même pas dans nos esprits, quoi. Dessin animé pour lesquels je dois remercier les frères Bogdanov, sans qui je ne l'aurais pas découvert. Alors, moi, ça a été un peu différent, la découverte du dessin animé. Moi, ça a été par le magazine Player One, qui avait fait une chronique dans un de ses numéros en disant attention, Akira va sortir en dessin animé, c'est au Japon, les droits ont été achetés, ça va être diffusé en France. Donc je fais je connaissais la bande dessinée, je me dis il y a un dessin animé de ça. Et quand c'est sorti au cinéma, ils ont envoyé un journaliste pour aller voir le film. Il a fait un papier après sur la projection et j'ai jamais vu un papier avec autant de superlatifs les uns à côté des autres, quoi. C'était
ça dépassait tout ce qu'on avait pu lire jusqu'à présent. C'était magnifique. Oui, c'est vrai que la presse vidéoludique avait un lien déjà avec le Japon qu'aucune autre presse n'avait avant, et donc avait déjà une petite culture manga et animation. C'est ça, parce que eux avaient des correspondants sur place. Enfin, en général, avaient 1 ou 2 correspondants sur place qui se partageaient entre presse d'ailleurs. Les mecs étaient pigistes et faisaient des articles pour Joystick, pour Player, pour Console Plus et autres. Mais voilà quoi, il y avait quand même un lien avec l'animation et avec le manga, et donc à l'époque les magazines de jeux vidéo ne s'arrêtaient pas aux jeux vidéo et englobaient toute la culture geek entre guillemets, qu'on appelait pas encore comme ça à l'époque, mais il y avait de la bande d'arcade, il y avait du cinéma, il y avait du manga et de la bande dessinée, enfin, il y avait toutes les cultures de l'imaginaire, avec majoritairement portées sur les consoles, mais il y avait des rubriques pour un peu tout, dont le cinéma. Et donc moi c'est comme ça que j'ai découvert qu'existait le film Akira, que j'ai pas pu voir au cinéma parce que chez nous il a jamais été diffusé dans ma campagne profonde. Toutefois j'ai un ami qui a réussi à se le procurer en cassette au moment de sa sortie, cassette vidéo, et au moment où il a cette fameuse cassette, il nous invite tous, donc toutes ses amies, à une projection d'Akira. Donc on est 15 ou 20 dans son salon. Et on a fermé tous les volets, on met la cassette, silence religieux, et pendant 1h30, on découvre la vidéo d'Akira. Alors on doit avoir dans les 16 ans, quoi, 15-16 ans. Globalement, on comprend rien, mais on se dit, il y a quand même un truc, quoi. On est en train de vivre quelque chose qui est pas normal. Il y avait un avant ce truc-là, il y aura un après, quoi. Et on est à la charnière de quelque chose, quoi. On avait compris ça, quoi. Autant le scénario, il y avait des éléments qui nous échappaient, surtout quand on a vu le film sans avoir lu l'ensemble des bouquins qui n'étaient pas encore édités tous en France. Cette VHS va avoir une grosse influence sur la bande dessinée, pour le coup. Alors pour le coup, ouais, parce que là, les ventes de Glénat explosent sur le marché du manga. Akira, donc qui commence à en fourguer des pelletés d'albums. Faut savoir que la VHS est sortie vers 1992, et dans l'année, Glénat sort quand même 7 volumes d'Akira, quoi. Sur les 13 que comportera la série au total. C'est ça, du numéro 7 au 11, quoi, globalement. Et le tome 12, on l'a attendu ce tome 12. Ouais. Ça a été très long d'avoir. Il s'est écoulé 2 ans, je crois, entre le 11 et le 12. Pour des problèmes de droit, en fait. Les Américains étaient en train de renégocier les droits d'Akira avec les Japonais, et donc indirectement Glénat, qui était en partenariat avec les Américains pour obtenir les versions colorisées, on a pâti. Donc on découvre un petit peu tout ça. Et en 93 aussi, donc commence à être édité le manga Dragon Ball. Donc nous, comme je disais, on suivait ça tous les mercredis matins religieusement, Dragon Ball. Enfin Dragon Ball Z surtout, et on découvre qu'il existe une bande dessinée sur Dragon Ball. Et nous, dans notre esprit, à ce moment-là, on se dit le dessin animé a créé la bande dessinée. C'est parce que le dessin animé, avec beaucoup de succès, qu'ils en ont fait une bande dessinée. À aucun moment on n'avait pu penser que la bande dessinée était à l'origine. Oui, de toute façon, pour nous, vu que l'animation est toujours arrivée en avant pour toutes les séries qu'on a eues au tout début, on s'est jamais dit Goldorak c'était un manga à la base, Candy c'était un manga à la base, Astro c'était un manga à la base, etc. C'est ça. Il faut savoir que nous, en franco-belge, nos références, c'était quand même Astérix et Tintin, où il y a eu des dessins animés qui sont sortis, il y a eu des films, mais ça a toujours été des films qui ont été tirés qui sont arrivés bien après les albums. Mais on était, c'était des choses où on était au courant, quoi. On connaissait bien l'édition française. C'était français ou belge. Voilà, c'est ça, ou belge. Mais par contre, pour les mangas, à aucun moment ça nous est venu à l'idée que le bouquin en papier pouvait être l'origine du dessin animé, quoi. Et avec la sortie de Dragon Ball Z, Glénat explose littéralement en termes de vente. Faut voir qu'à ce moment-là, quand même, Glénat, c'était plutôt classé dans les petites maisons d'édition. Ça n'avait rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui, la renommée aujourd'hui de Glénat, et puis sa présence en tant que gros éditeur est en grande partie due grâce à ses publications de manga, et d'avoir pris le départ avant tous les autres. Juste pour rétablir un peu l'histoire, il me semble qu'il y avait eu un petit éditeur qui avait fait un magazine qui s'appelait Le Critique qui tue, si je me souviens bien, qui publiait aussi du manga, mais du manga vraiment destiné adultes à l'époque. Donc avant encore Glénat et tout ça.
Ouais, mais Glénat, ce qu'il y a, c'est qu'ils ont eu le flair d'envoyer des publications qui étaient déjà connues de la jeunesse et qui étaient déjà appréciées par les enfants, quoi, ou par les jeunes. Et c'est là-dessus qu'il a fait carton plein, quoi. C'est-à-dire d'utiliser des références connues pour sa publication, quoi. Sauf qu'il commence à avoir des petits problèmes vis-à-vis de ses publications. Ah ben, plus que des petits problèmes, parce qu'il a tout le monde, la France entière lui tombe sur le coin de la tronche. À commencer par des associations conservatrices bien extrémistes qui englobent dans le même paquet les bandes dessinées, les dessins animés, les jeux vidéo, enfin tout ce qui vient du Japon de toute façon est d'un coup diabolisé par ces associations qui voient une perversion de la jeunesse, quoi. Alors et en ligne de front, ils mettent deux dessins animés principalement, c'est Dragon Ball, en disant que c'est un dessin animé violent, sexiste, dans lequel il y a de la pornographie parce que Tortue Géniale est un vieux pervers. Je sais qu'il y a aussi un moment où Bulma cache un diamant dans sa culotte, je sais pas comment elle fait. Hein. Voilà, par exemple, enfin des choses comme ça, donc qui ont énormément choqué. Et le deuxième dessin animé qui a choqué aussi, alors peut-être plus à juste titre, c'est Hokuto no Ken. Au couteau de cuisine. Au couteau de cuisine, qu'on connaîtra en France sous le nom de Ken le Survivant, qui était sûrement l'œuvre la plus dénaturée qu'on ait pu avoir en France. Nicky Larson, c'était pas mal aussi. Ouais, mais globalement, au couteau no Ken, au niveau censure et traduction, c'est. Ils n'avaient pas trop le choix quelque part. N'importe quoi. Ils avaient pas le choix, mais voilà, ça revient à ce que je disais au début, c'est-à-dire que comme tout ce qui était dessin animé était associé jeunesse, globalement, les producteurs ont acheté Hokuto no Ken sans penser une seconde que ça pouvait être du dessin animé plus orienté adulte, jeune adulte, quoi. Et c'est vrai que Hokuto no Ken c'est extrêmement violent. Maintenant, c'était pas destiné. C'est un dessin animé qui n'a jamais été destiné aux enfants dans l'esprit des Japonais, quoi. Et donc, à cause de ça, Jacques Glénat s'est retrouvé embarqué dans une polémique énorme. Alors, faut bien voir qu'à l'époque, donc ça a commencé par les associations, ça a commencé à être relayé par la presse, notamment Télérama qui a mené une fronde contre le manga. Faut savoir quand même qu'ils ont publié en pleine page dans un de leurs numéros un portrait avec moitié de page le portrait de Goldorak, la tête de Goldorak, et sur l'autre moitié de la page il y avait la tête de Hitler, quoi. Donc ça a commencé à prendre des proportions qui étaient tout à fait déraisonnables par rapport. Oui. Ils avaient atteint le point Godwin avant même les réseaux sociaux. C'est ça. Et évidemment les politiques s'en sont mêlés. Parce que là où il y a un petit peu de remous médiatique, les politiques s'en mêlent automatiquement, et notamment Ségolène Royal qui a commencé à lutter et à diaboliser le manga. Il faut savoir que toute cette diabolisation, on en a encore des répercussions aujourd'hui, hein, je parlerai plus tard. Mais ça a été extrêmement violent sur le coup, et ça continue de durer aujourd'hui dans le temps, quoi, pour dire à quel point le choc a été extrêmement violent. Et les éditions Glénat ont dû prendre la vague de plein fouet sans s'en rendre compte, et ne voyant absolument rien venir, quoi. Surtout qu'il y a une réaction assez étonnante des auteurs de Glénat. Alors en plus, les auteurs de Glénat se sont ligués contre la politique de Jacques Glénat, contre les publications des mangas, parce que les auteurs ils voyaient une dénaturation de leur propre travail en disant oui, mais tu publies des trucs en petits fascicules, en noir et blanc, c'est absolument pas représentatif de nous, le travail qu'on fait. En plus, tu vends ça à la moitié du prix de nos albums, on va plus rien vendre par ta faute, quoi. Et voilà, t'es en train de dégrader la bande dessinée au global à cause de ces publications japonaises. En plus, t'en sors un par mois, ça prouve bien que les gars, ils font pas de la qualité. Bon, ce qu'ils avaient oublié de préciser dans leur discours, c'est que Dragon Ball, ils devaient être au numéro 20 au moment où ça a commencé à être publié en France. Donc, évidemment, en sortir un par mois, c'était plus facile parce que les bouquins étaient déjà publiés et qu'il suffisait juste de les traduire. Et donc, c'est autrement différent d'un auteur qui passe un an à fabriquer son album. Même en allant au-delà de ça, de toute façon, les Japonais te sortent un tome tous les 2 mois. Donc. Bien sûr, mais accessoirement, ils travaillent en studio.
Donc ils sont 5, 6, 7 auteurs à travailler sur le même manga. Donc il y en a qu'un qui a son nom sur la couverture. Et puis ils n'ont pas tous nos avantages sociaux, ils travaillent. C'est ça. Mais il y en a un qui est spécialisé dans les décors, il y en a un qui est spécialisé dans les véhicules, il va y en avoir un qui est spécialisé dans les armes à feu, par exemple. Le mec qui faisait les décors pour Otomo, c'était un fou. Par exemple. Ou le mec qui fait les armes à feu dans Nicky Larson, typiquement, il y a un mec qui est dédié à ça, quoi. Donc il a que il a des magazines entiers sur son bureau de piles de magazines avec des photos d'armes, et il passe son temps à les reproduire. Dans Nicky Larson, il y a un mec, il faut savoir, il ne fait que des armes. Mais bon, c'est la façon de travailler japonaise. Genre, nous, en France, on connaît pas du tout ça, mais malgré tout, Jacques Glénat se prend une fronde de ses auteurs à cause de ça, quoi. Et donc, il faut qu'il tienne le cap. Heureusement, il y a quelques jeunes auteurs qui trouvent ça intéressant et qui commencent à se dire, ils font pas que de la merde, quoi. C'est japonais, et il y a peut-être des choses à en tirer quand même. Et heureusement pour lui, parce que sinon, là, il se serait retrouvé isolé à la fois des gens qui sait travailler, et puis du public, d'une certaine partie du public qui commençait à lui taper dessus, quoi. Sans compter que tout ça était bien sûr alimenté par les autres éditeurs qui commençaient à le railler en disant que de toute façon ils faisaient de la sous-édition et que eux ne feraient jamais ça, et que voilà. Bon, l'avenir, on sait ce que c'est. Et après, ils ont tous monté leur maison d'édition de manga. Mais pas sous leur propre nom à eux. Voilà, ils en ont tous évité. Mais à l'époque, faut voir qu'économiquement, ils sont aussi un peu verts d'avoir loupé le coche, et que Glénat prend 2 ans d'avance sur tous les autres, quoi. 2 ans d'avance sur tout le retard, quand même. Mais bien sûr. Parce que comme je disais, il y a 40 ans d'édition derrière au Japon, donc Glénat a de quoi piocher, a de quoi faire, et dans des trucs de qualité, quoi. Et, pendant que les autres sont juste en train de se réveiller, en train de se dire il se passe quelque chose et on n'y est pas, quoi. Donc il va falloir qu'on s'y mette. Donc tout ça, il y a quand même un climat de guerre entre les éditeurs, entre les associations, entre les politiques. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Mais malgré tout, ça touche quand même un public, et Glénat, on vend beaucoup de manga Dragon Ball, et commence à acheter d'autres licences, comme Ranma & Mi par exemple, qui est un autre dessin animé qui passait sur le Club Dorothée, et commence à alimenter le truc. En plus, c'est vraiment de la BD qui est dédiée aux jeunes, parce que les prix à l'époque sont 2 à 3 fois moins chers qu'une BD traditionnelle, donc ça permettait aux plus jeunes d'entre nous de pouvoir se les acheter. Et de pouvoir commencer à collectionner des mangas à moindre coût par rapport à un Lanfeust ou un Blueberry, quoi. Moi de mon côté, donc je continue à suivre la presse vidéoludique, et à un moment je tombe sur un encart publicitaire qui parle d'une librairie japonaise à Paris qui s'appelle Tonkam, qui vient de monter sa propre maison d'édition, et je me dis tiens, enfin des gens qui c'est pas Glénat, et l'article présente le fait que Tonkam va publier des mangas qu'on ne connaît pas, donc des choses nouvelles qui sont pas des dessins animés qu'on a l'habitude de voir, et qui vont attaquer une nouvelle branche. Je me dis c'est absolument faut absolument que je vois ça. Donc à ce moment-là, pendant quelques semaines, quelques mois, j'économise pour me payer un billet de train pour Paris, et dès que je peux, je saute dans un train pour passer un week-end à Paris, et juste pour aller visiter Tonkam. Bon, ça paraît absurde aujourd'hui de dire ça, ou dans n'importe quelle ville qui a la moindre boutique vend du manga. J'ai fait pareil pour Arkham. Voilà. Mais à l'époque, c'était quand même exceptionnel, quoi. Et ça valait le coût financier du truc, quoi. Et là, j'arrive dans cette librairie, et puis je découvre un nouveau type d'univers. Et c'est le choc. To be continued. Online. Pour l'online, je vais vous parler de la liste Valéron l'Ourcel de Sébastien Vincent, n'importe quoi. Sébastien Vincent. Voilà. Qui nous raconte une histoire d'un gars qui arrive dans un grand magasin pour acheter un cadeau pour un mariage. C'est l'histoire d'un gars, ça a déjà été fait, mais par un autre. Un cadeau pour un mariage pour une amie à lui qui va se marier, et apparemment le mec ça le fait bien chier. Et donc il a l'air assez hautain, assez pas très sympathique, et alors qu'il est en train de râler auprès de la vendeuse, il y a une dame qui rentre dans le magasin et qui elle aussi doit acheter quelque chose sur cette même liste pour le mec en question. Et il semble que chacun de leur côté soit en fait
plutôt épris de la personne qui va se marier. Ils ont un peu les boules. Et on se retrouve un peu dans une comédie des mœurs où on voit ces personnages qui s'engueulent, qui se parlent un peu méchamment, parce que lui va avoir tendance à dire du mal du mec, alors que elle le kiffe trop, tu vois. Et des dialogues très très bien écrits, quelque chose avec un dessin assez sympathique. Voilà, de la comédie des mœurs à lire en ligne. J'ai passé un très bon moment à lire cette histoire-là. C'est à suivre. Il y a des dialogues très finement ciselés, dont j'ai oublié le nom du scénariste. Je l'ai pas sous les yeux parce que je n'ai pas Internet. J'ai pas réussi à le choper chez Thierry. Tu vois, c'est la loose. Désolé. Voilà. On le flashera pour toi. En tout cas, du coup, je te coupe, mais ça continue. Il y a déjà ça beaucoup continue. d'histoires. Il y a eu 6 chapitres pour le moment. Ça continue. Apparemment, il va essayer d'avoir un publication rythme hebdomadaire. Une publication je possible. Je sais pas s'il y aura une publication possible. En crowdfunding. Je n'en sais rien non plus. En tout cas, très très joli, très rigolo à lire, surtout pour ces dialogues qui sont de toute beauté. J'ai hâte de lire la suite pour savoir jusqu'où ça va nous mener, car ils arrivent à se mettre d'accord sur le cadeau qu'ils vont acheter. Hors sujet. Je vous ai déjà parlé des Humble Indie Bundle, et là il y en a un qui est encore disponible, c'est le Humble Indie Bundle with Android numéro 7. Le principe, c'est que vous mettez l'argent que vous voulez pour acheter des jeux qui seront disponibles à la fois sur PC, sur Mac pour certains, sur Linux pour d'autres, ça dépend lesquels, mais aussi sur Android. Vous n'avez pas de DRM, vous pouvez télécharger les jeux comme vous voulez, les installer comme vous voulez. Voilà pour le principe. La liste de jeux est assez élevée, et si vous dépassez la moyenne de ce qu'ont dépassé tous les gens, vous avez des jeux en bonus. En général, en cours de bundle, ils rajoutent de nouveaux jeux à la liste. À l'heure où on enregistre, les jeux qui sont disponibles, c'est Ticket to Ride, donc une adaptation du jeu de plateau Les Aventuriers du Rail, Greedy Grub, que je ne connais pas, Centipede, qui est un jeu vraiment bizarre, Incredipede, pardon, qui est un jeu vraiment bizarre, où on doit déplacer une sorte d'extraterrestre qui se déplace très bizarrement, et Anodine, un jeu que je ne connais pas encore. Mais si vous dépassez la moyenne... Et là, vous avez le jeu. Worms. Stupid. Worms Reloaded, que j'ai pu tester sur tablette et qui, pour le coup, marche vachement bien sur tablette. J'avais un peu peur au niveau des déplacements, de la gestion, et qui a aussi un avantage très intéressant. Donc Worms, c'est le jeu où vous jouez des petits vers qui essayent de s'entretuer, et ça se joue chacun son tour. Avant, on devait se passer la place sur le siège devant l'ordinateur pour jouer. Là, on peut se passer la tablette, c'est vachement plus pratique pour s'entretuer. Le jeu est très personnalisable, très bien foutu, et c'est un vrai bonheur. D'autres jeux seront sans doute rajoutés en cours de route. Il faut savoir aussi que dans les sous que vous donnez, ils sont distribués entre les organisateurs du bundle, les développeurs et des associations caritatives, sachant que vous pouvez répartir les sous comme vous voulez. Tout est du caritatif si vous voulez, tout aux développeurs si vous voulez les soutenir plus, tous les organisateurs si vous voulez, ou l'organisation comme vous le souhaitez. Alors après, le paiement se fait donc via Internet, bien sûr, et vous payez en dollars. Donc, ce qui fait que vous avez, en fait, quand vous payez 5 $, vous avez un peu moins en euros. Mais votre banque va sans doute vous faire payer quelques petits frais en plus. Alors ça dépend. Si vous passez par PayPal, PayPal fait la traduction du dollar à l'euro sans frais. Si vous passez par d'autres systèmes de paiement, je sais que c'est Amazon par exemple, on peut l'utiliser. Là, il y a des frais en plus, mais bon, ça reste une misère. Oui, ça reste une misère. Grosso modo, pour aller au maximum, après ça dépend combien vous voulez donner, hein, mais on va dire si vous donnez 5 $, ça fait à peu près 4 € tous les jeux. Et franchement, c'est très très rentable. De plus, il faut savoir que l'Humble Bundle propose des opérations toutes les semaines avec des éditeurs différents, donc des offres limitées sur une semaine, donc toutes les opérations sont limitées. Ça se renouvelle régulièrement et c'est toujours quelque chose d'intéressant à suivre parce que ça permet de se faire un beau panel de jeux pour pas grand chose. Surtout que vous avez les clés Steam avec. Et qui reste active pendant à vita aeternam jusqu'à ce que Steam meure. Voilà, et puis de toute façon, vous pouvez télécharger les jeux sans DRM. Et ça, c'est la classe. Non, en plus, ce qui est super, c'est que. Super, oui, non, parce qu'après, si vous réinstallez votre PC, il faut juste télécharger tous les jeux pour y rejouer. Mais du coup, ça permet aussi de ne pas avoir sans cesse les CD qui traînent, rechercher la clé machin. Tout est sur Steam. C'est les avantages du online, les inconvénients, parce que là, tu peux en plus, sans passer sur Steam, télécharger les trucs. Par contre, un petit désagrément, c'est que quand vos collègues jouent à des jeux, si vous êtes tous sur Steam, vous savez à quoi ils jouent. Oui, mais c'est
Juste, on peut se moquer des jeux auxquels jouent les gens. C'est ça. On fait, ah ouais, du coup, t'as pas lu les BD, mais en fait, t'as passé toute l'après-midi à jouer. C'est ça. Ouais. Voilà. Ah, t'as bien avancé dans ton jeu, là, dans ton Call of. C'est ça. C'était Battlefield, d'ailleurs, en l'occurrence. C'était un Battlefield 3 qui était sur Humble Bundle la dernière fois. Nous arrivons à la fin de cette émission. Le docteur Tizak s'est légèrement éloigné pour parler de choses étranges autour de l'école. Ça ne va pas nous empêcher de vous dire au revoir. Ouais, en fait, il voudrait revoir les rythmes, mais il y a un ministre qui a déjà essayé de faire ça. Ouais, les rythmes scolaires, tout ça, enfin, c'est le bordel. Vous pouvez nous retrouver donc toujours sur tous les réseaux où nous sommes diffusés, c'est-à-dire Pod Radio, Bad Geek, Synops, si vous nous écoutez en live d'ailleurs, là, maintenant, de suite. Voilà. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site La Voix des Bulles, sur les réseaux sociaux, que ce soit Google+, Twitter et Facebook. J'essaye de mettre de temps en temps des petites news en rapport avec la BD, des trucs que je trouve sympas, donc n'hésitez pas à nous suivre. Ou à nous envoyer aussi des news, si du coup on peut les relayer, ce sera fait avec joie. Voilà, parfois il y a quelques trucs super intéressants qu'on découvre. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la question. On va pouvoir se dire au revoir et à dans 15 jours. À dans 15 jours. Ciao, ciao. Ciao, ciao.